chers amis, chers collègues, euh, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir dans cette salle des gardes de l'Institut d'études avancées de Paris, dans ce magnifique hôtel de Lausanne qui nous est affecté par la ville de Paris, qui montre ainsi son attachement profond à la recherche, attachement qui ne fait que grandir avec cette nouvelle mandature. Vous êtes ici assis dans un endroit qui a vu passer beaucoup d'idées, entendre des orateurs, des oratrices prestigieux. Jean-Gabriel, bienvenue, installe-toi. Et donc, je disais, des orateurs prestigieux et brillants, et nous en avons trois ce soir, avec Bettina Laville, notre présidente, qui est l'initiatrice et l'âme de ce cycle. Cette année, je crois que c'est la 4e année de ce cycle, cette année sur les ruptures, et vous êtes dans la séance ultime de ce cycle, avec deux brillants esprits que Bettina va vous présenter plus en détail, et que j'ai la chance de connaître, Francis Jutan et Jean-Gabriel Ganassia, qui sont des esprits brillants et fort bien choisis pour cette dernière séance sur les ruptures technologiques. Et après cette introduction brève et chaleureuse, je laisse la parole à ma bien-aimée présidente pour cette séance fabuleuse qui clôt le cycle de cette année. Dis donc, il va falloir être à la hauteur. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, nous sommes dans la séance conclusive de ce cycle sur la rupture. Sommes-nous dans une... Je vais quand même replacer un petit peu le propos, puisque nous sommes effectivement, Sadil l'a dit, à la 4e séance. Donc nous avons d'abord posé une première question. Ceux qui étaient là s'en souviennent peut-être. Enfin, je suis sûre que ceux qui étaient là s'en souviennent. Finalement, qu'est-ce qu'une rupture ? Est-ce que c'est pas une révolution, n'est-ce pas, comme chacun sait, est-ce que c'est irréversible ? Qu'est-ce que ça signifie, etc. Et là, nous avons eu Nassim El-Khabil qui a fait ce livre sur la rupture. C'est un des seuls, en fait, qui a vraiment fait un ouvrage sur la rupture, point. Et puis Bertrand Badi qui nous a parlé de toutes les ruptures. Donc, alors je ne dis pas géopolitique parce qu'il déteste ce terme, mais enfin toutes les ruptures dans le monde. Ensuite, nous avons justement parlé de géopolitique et nous avons reçu l'ambassadeur Duclos, nous avons reçu Ami Dahan, qui nous fait le plaisir de revenir d'ailleurs écouter mes invités. Et nous avons parlé de rupture mondiale, de rupture climatique et autres encore. La fois dernière, nous avons reçu le grand historien François Hartog, qui, lui, nous a fait un peu un panorama des ruptures historiques de ce qu'il avait donc en fait repéré dans l'histoire comme rupture, et puis qui nous a dit ce qu'il considérait comme une rupture aujourd'hui. Et nous avons également eu la philosophe Madame Alperne, qui nous a, elle, a fait un petit peu un pas de côté, si vous voulez, par rapport à ces ruptures, parce qu'elle a la rupture joyeuse, si j'ose dire. Donc, elle nous a expliqué que, en fait, la rupture était une continuité d'un état d'âme humain qui était quelque chose à conserver. Voilà, donc aujourd'hui, finalement, nous arrivons à la séance conclusive, mais cette séance conclusive, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de rupture, puisqu'on parle énormément de rupture technologique. On parle aussi de rupture technologique et de questions sur l'humanité. Finalement, d'ailleurs, avec ce mot rupture, c'est forcément une étude, une vision sur qu'est-ce que l'humanisme aujourd'hui dans la technologie où l'on est, ça c'est certain. Et pour
cela, j'ai effectivement, comme Sadi l'a dit, 2 invités tout à fait prestigieux, que moi aussi je connais bien, l'un depuis longtemps, qui est Francis Jutan. Alors, bon, on va pas faire semblant de se vous voyez parce qu'on se tutoie. Donc, voilà, je pourrais prendre un air extrêmement docte en disant monsieur le professeur, etc. Mais on va pas faire ça par ce beau printemps. Voilà. Et donc, Francis, alors moi je t'ai connu comme directeur scientifique de la grande école IMT, en fait. Mais avant, tu as été plein de choses. Tu as été directeur scientifique du Centre recherche et développement d'Orange. Tu es en fait, alors ça je savais que tu étais agrégé de physique, alors tu es aussi un spécialiste de l'optique, donc tu vas forcément nous aider à voir les choses. Tu as toutes sortes de titres et tu participes à énormément de cercles, en particulier des cercles de prospective, etc., où on se rencontre aussi. Et tu as créé le pôle de compétitivité Cap Digital, et tu as été à l'origine de la création de l'Institut Carnot Télécom et Société numérique, membre du Conseil numérique, où vous avez certainement dû vous rencontrer. Non, alors peut-être pas, maintenant vous vous rencontrez. Et tu es un vrai spécialiste, plus, si tu veux mon avis, mais j'espère que je ne vais pas me faire attraper, du regard sur la technologie et la science, en fait, et de l'évolution des technologies et des sciences, et bien entendu également le numérique, même si euh, tu n'as pas été, tu n'es pas un spécialiste exclusif, en fait, du numérique. Alors, cher Jean-Gabriel, nous avons vécu diverses rencontres dans des cercles qu'on va dire différents. Nous accueillons effectivement aujourd'hui le président de notre comité d'éthique, en fait. Alors toi, en revanche, tu es véritablement un spécialiste du numérique. Tu es d'ailleurs professeur sur cette spécialité à Sorbonne Université. Donc, tu es beaucoup un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et comme je t'ai entendu plusieurs fois, tu as le don très dangereux, je trouve, de présenter l'intelligence artificielle comme une chose, mais totalement naturelle et limpide. Et qui, alors vraiment, mais pourquoi donc trouve-t-on ça compliqué, complexe et problématique? Et donc, vous allez voir, je suis absolument sûre que ce miracle va se reproduire. Et surtout, il a une qualité extraordinaire, c'est qu'il nous enlève toute anxiété par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, si vous venez chercher ici vous pouvez poser des questions sur le thème, mais enfin, où ça va tout ça, ce qui est quand même à peu près la thématique principale autour de l'intelligence artificielle. Détendez-vous, soyez déjà rassurés. C'est une sorte de chemin à travers les oliviers avec un rayon de soleil au bout qui ne détruit en rien l'humanité. Pour notre invité aujourd'hui. Alors, tu as écrit toutes sortes d'ouvrages, j'en ai compté 12, donc c'est beaucoup, je ne vais pas tous les citer. J'aime bien L'âme machine, parce que d'abord j'adore le titre, et puis j'aime aussi bien ce qu'il y a dedans. Tu as été membre du comité national, tu es membre du comité national d'éthique du numérique, ça s'appelle le CNPEN. Et tu as évidemment aussi, parce que tu as une grande appétence pour la culture, tu as été président du comité d'orientation du cycle des hautes études de la culture et président de l'Association française pour l'avancement des sciences. Alors, franchement, ils sont parfaitement mes invités compétents pour traiter ce sujet, et non seulement compétents, mais passionnés. J'ai un peu divisé l'intervention en deux parties. Je vais peut-être vous poser une première question globale qui est finalement, sommes-nous aujourd'hui dans une époque de rupture technologique tous azimuts, en l'occurrence, c'est-à-dire que vivons-nous un moment qui n'a rien à voir
avec des moments comme le nucléaire, avec l'invention de la roue, etc., etc. Est-ce que nous sommes vraiment dans une époque tout à fait nouvelle qui rompt avec les autres? Et je crois que ça va être ma première question. Je vais laisser la seconde pour la surprise. Je vais peut-être commencer par toi, Francis, et vous faire converser en vous répondant l'un l'autre. Messieurs. Bonjour à tous. Donc, Bettina invente toujours des concepts de spécialistes non exclusifs. C'est la première fois où j'ai entendu être un spécialiste non exclusif. Alors, je vais commencer par vous parler de l'École française de prospective. On en parle assez peu. Donc j'en suis le vice-président aujourd'hui, mais depuis pratiquement les travaux de Thierry Gaudin et d'autres, on a quelque part installé l'idée des grandes métamorphoses dans l'humanité. Et d'ailleurs, ça a été repris par Harari dans Sapiens, où il distingue 4 grandes époques dans l'humanité. J'appelle ça, moi, une métamorphose parce que c'est un changement d'état de la société. Tout comme la chenille qui vit à 2 dimensions, quand elle devient papillon, elle passe à 3 dimensions et sa vie en est changée. Alors, ces métamorphoses, elles ont lieu quand il y a une rupture technologique mère. Pas une simple rupture technologique, par exemple, l'imprimerie est inventée, il faut 3 siècles pour que ça donne l'encyclopédie. Ça n'a pas fait de transformation, de bouleversement rapide de la société. Par contre, quand on invente le moteur à vapeur, 35 ans après, il y a des trains qui roulent. Et tout un tas d'autres choses, des usines qui sont motorisées, etc. Donc ça veut dire qu'on a, sur des infrastructures qui peuvent être préparées, eh bien, on a d'un seul coup une avalanche d'innovations. Ce n'est pas du tout darwinien, parce que les innovations s'entassent les unes sur les autres, sans attendre de voir d'ailleurs quel effet ça fait, comment elles pourraient être sélectionnées. Et donc, on a, par exemple, aux environs de 1800, une rupture, une métamorphose qui transforme la société agraire en une société industrielle. Ça avait été préparé, il faut que ce soit préparé, qu'il y ait des infrastructures ou des superstructures. Ça avait été préparé notamment par tout le siècle des Lumières. On parle d'économie, de la place de l'humain, etc. Et ça a été utilisé très vite pour faire cette métamorphose industrielle très rapide, qui finalement nous a gouvernés pendant 2 siècles. Et donc, on a vu un changement d'état. Évidemment, la société agraire n'a pas disparu, mais au-dessus s'est développée une société industrielle. Et cette société industrielle a aussi transformé la société agraire, la façon de cultiver, d'élever. Donc cet effet d'avalanche, il est très important parce que c'est lui qui va provoquer un basculement de la société. Et on est effectivement en plein dedans. L'amorçage de la métamorphose numérique s'est fait quand les infrastructures ont convergé, celles des télécoms, celles des infra informatiques, les infra aussi des médias, qui se sont unifiées parce qu'elles sont toutes numérisées. Et d'un seul coup, on a créé une sorte de couche de neige propice à une avalanche, puisqu'on pouvait circuler dans tout ça. Et donc, on a vu, pour aller rapidement, dans les années 80 à 2000, c'est finalement ce que j'appelle l'ubisphère, c'est-à-dire qu'on a eu la capacité de pratiquement partout sur Terre d'entrer sur un réseau de communication numérique. Et c'est à l'époque qu'on a développé les mobiles, qui a permis tout ça aussi. Ensuite, pour aller vite, ce n'est pas des dates précises, entre 2000 et 2020, eh bien, on a développé ce que j'appelle la cybersphère, qui est effectivement la sphère de l'automatisation et de l'automatisation des services. Et ça a été le développement d'ailleurs de nos amis, ou selon, on peut les appeler différemment, GAFAM. Et puis, maintenant, à partir de 2020 à peu près, on est rentré dans le domaine de la noosphère, c'est-à-dire la société de l'intelligence et des agents. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'existait pas avant, mais ça a été massif et il y a une date bien connue de tout le monde, ChatGPT, fin 2022. Donc ça produit donc là, on est en pleine accélération de l'IA aujourd'hui, et ça produit des changements de toute la société, puisque ça crée un secteur économique nouveau. Je vais en dire 2 mots. Ça modifie la façon dont la société et l'industriel et de services et de production d'agriculture
fonctionne. Et puis, ça fait des modifications sur l'homme, des modifications cognitives, mais ça, je laisserai mon successeur en parler bien plus intelligemment que moi, peut-être. Donc, du coup, il faut garder quand même en tête cette création du secteur économique. On est rentré dans l'économie de la connaissance, c'est-à-dire l'économie qui a pour matière première les données, duquel on peut tirer des informations, et comme moteur, l'IA pour aller vite, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui traite de l'information est appelé IA quasiment. Avant, on faisait du traitement de signal, du traitement d'image, etc. Maintenant, on fait de l'IA. Donc, ce secteur, il est intéressant. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que quand on fait un tel bouleversement, au départ, on travaille sur l'imaginaire ancien. Les GAFAM, c'est des sociétés de services de rencontres, de services d'accès à des produits pour Amazon. Ce sont des services. Et petit à petit, ils ont vu qu'ils produisaient beaucoup de données. Ils ont commencé à utiliser ces données pour faire des algorithmes de recommandation, de personnalisation, etc. Et on est rentré dans l'économie de la connaissance. J'en dirai pas beaucoup plus de façon à rester dans les temps. Et donc, l'idée par rapport à ce bouleversement, qui est un bouleversement au fond du numérique, qui maintenant prend le nom d'IA, parce qu'on appelle tout IA, on est face à cela. Alors, on peut être créatif. Il y a différentes façons de réagir et de se positionner. Je vais vous en énumérer 7 pour clôturer et passer ensuite la parole. La première façon, alors il n'y a aucun ordre. C'est comme ça m'est venu. La première, c'est de la création de communautés Amish de l'IA. Les Amish soit refusent la technologie, soit décident de l'utiliser intelligemment pour leurs besoins. Donc, on va se créer des gens qui vont quelque part refuser l'IA ou dire, eh bien, on va l'utiliser un peu pour correspondre à notre philosophie des choses. Donc, refus ou usage raisonné. À l'opposé, il y a effectivement les GAFAM qui brûlent leur vaisseau. Hein. On introduit ChatGPT sans réfléchir sur l'impact, etc. Et on continue d'avancer, on avance. Et au passage, on fait aussi de l'argent et on conquiert du pouvoir, bien sûr. La troisième façon de réagir, c'est effectivement de prendre par exemple la société chinoise, qui est une société dirigiste, qui investit beaucoup dans les technologies, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur. On l'a vu dans le domaine de l'énergie, ils ont investi, dans le domaine de l'automobile, ils investissent. Donc ils investissent beaucoup dans la technologie, ils développent des visions à long terme, ils mettent en avant l'utilité sociale pour le bien de l'utilité du peuple chinois. Ils organisent en interne la compétition économique, mais elle est raisonnée, c'est-à-dire que dans cette compétition économique, ils sont capables de lancer permettre à 80 constructeurs de voitures automobiles de se battre et ensuite, mais ils anticipent les besoins. Il y a 10 ans, ils ont dit on va avoir besoin de batteries et il faut avancer la recherche sur les batteries qui servira ensuite à tous les constructeurs qui auront survécu. Donc c'est une forme d'organisation dans une société qui peut se faire que parce qu'elle est dirigiste. Le quatrième point que je vois pointer, c'est la militarisation du processus de pilotage. Au nom de la sécurité ou de l'intérêt des vendeurs d'armes, ce sont toujours les moteurs de la guerre, ce sont les vendeurs d'armes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un président américain général d'ailleurs, qui a dit à un moment il va falloir limiter leurs ambitions, sinon ils vont nous mener à la catastrophe. C'était en 1955 ou quelque chose comme ça. On voit qu'aux États-Unis, c'est bien parti, avec tout l'aspect de domination, de contrôle, etc. En Chine également, en Russie également, et en Europe, on commence effectivement à battre les tambours. C'est une approche qui pourrait nous mener à ce que des auteurs de fiction comme Bordage ont décrit, à des affrontements massifs entre Russie, Chine et les pays dits occidentaux. Donc c'est quelque chose qui pousse. Autre position, donc ça c'est la quatrième, autre position. La cinquième, c'est la position, je dirais, éthique. On va prendre l'éthique comme guide et comme, dirons-nous, vigie pour maîtriser l'IA. C'est ce que le pape François a développé assez profondément et son successeur, dans l'encyclique Léon XIV, va aussi
développé. Alors, on peut là-dessus avoir plusieurs approches éthiques. On peut avoir des approches de précaution, s'empêcher de faire un autre chose, et ce qui va d'ailleurs rester comme slogan, d'ailleurs, à mon avis, de l'encyclique, il faut désarmer l'IA. On peut aussi avoir des approches de régulation, de façon à petit à petit maîtriser, encadrer, canaliser l'utilisation de l'IA. Ça, c'est la 5e méthode. La 6e, que je pousse plus, c'est ce qu'on peut appeler la méthode apprenante. Elle s'appuie aussi sur cette vision que l'on a des métamorphoses, parce que ces métamorphoses arrivent aussi quand un pays, enfin, là en général c'est le monde, est en crise. Or, on est en crise profonde. J'ai travaillé récemment dans le cadre de la Société française de prospective sur l'éducation, et j'ai vu qu'il y avait un danger qu'il faut absolument éviter, c'est mélanger les causes de la crise et l'IA. Si on fait ça, on n'a aucune raison, enfin, il y a peu de chances qu'on arrive à maîtriser la crise. Donc cette crise, il faut l'analyser, voir aujourd'hui, en analyser les raisons, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, ce n'est pas l'objet, mais on pourrait détailler. Si on prend l'éducation, l'école va mal depuis assez longtemps, et ce n'est pas parce que le numérique est là qu'elle va mal. Elle va mal parce que la société ne sait pas où elle va, parce que quelque part on accumule les connaissances, on ne sait pas les modéliser, parce que le système est organisé de façon spécialité, etc. Donc il y a un tas de raisons. Et les classements, c'est pas ChatGPT qui les a, c'était bien avant. Donc ça veut dire on n'a aucune chance de répondre à une crise si on ne comprend pas déjà les raisons et les diagnostics. Et ensuite, il faut voir, c'était la position d'ailleurs du pape François, il faut voir ce que l'IA va pouvoir faire pour apporter des progrès, et il faut voir les dégâts au contraire qu'elle pourrait apporter et comment on peut les dépasser. C'est la position, c'est tiré d'ailleurs d'une encyclique. Et comment on peut ensuite explorer les solutions, réguler les usages et développer les souverainetés qui sont importantes pour pouvoir comprendre, expérimenter, anticiper. C'est ce que j'appellerais une méthode apprenante. Et la 7e méthode, eh bien, c'est la position du prospectivisme, c'est dire que de toute façon, toutes ces approches-là vont progresser. Et ce qui va être important, c'est de voir comment est-ce que l'on va, quelque part, travailler à l'organisation de tout cela. Et ça veut dire que les intérêts, il faut comprendre les intérêts économiques, géopolitiques, éthiques, culturels, spirituels, et proposer quelque part des cas de négociation et de canalisation de tout ça. Voilà ce que, je ne sais pas où j'en suis de mon temps à peu près, mais voilà ce que je voulais vous dire pour quelque part, non pas dire qu'un tel a raison ou un tel ou pas, ceux qui craignent ont des raisons de craindre, ceux qui sont des irénistes de la technologie ont des raisons aussi. Donc, je rappelle, Amish, brûler ses vaisseaux, société dirigiste à la chinoise, militarisation, positionnement éthique, méthode apprenante et la méthode prospectiviste. D'accord, je dis d'accord parce que c'est quand même comment dire, un vaste voyage à travers les époques. Merci. Jean-Gabriel, moi je voudrais d'abord te faire réagir par rapport à ce que dit Francis, mais aussi te poser la question, puisque tu es notre président du comité éthique. Est-ce que l'ensemble, on va garder rupture pour tout à l'heure, mais est-ce que l'ensemble de ces transformations technologiques, le fait que Francis dise que nous sommes finalement dans une époque très particulière et d'accélération de la technologie, comment se débrouille l'humain par rapport à tout cela? Comment retrouve-t-on notre humanité historique dans cette affaire? Merci Bettina de me donner la parole avec une question très très simple. J'ai essayé d'y répondre. Peut-être rappeler que, puisque je vais plutôt parler de l'intelligence artificielle, il y a bien évidemment un lien, c'est-à-dire que le numérique, le terme existe depuis très longtemps, c'était lié au nombre, et à partir du tournant de l'an 2000, il s'est mis à désigner la société médiatisée par
les flux informationnels. Et c'est ce changement, je crois, qui est vraiment important, parce qu'il n'existait pas auparavant. D'ailleurs, toi-même, tu as dirigé au CNRS le département qui s'occupait du numérique à ce moment-là, à peu près. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un lien direct entre le numérique et l'intelligence artificielle, parce que le web, c'est lié à l'intelligence artificielle. C'est le couplage des réseaux de télécommunications avec un modèle de mémoire, l'hypertexte, qui est de l'intelligence artificielle. Les réseaux de télécommunications, non, mais l'hypertexte, oui. Bien qu'on comprenne ça pour qu'on voit après qu'il y a bien sûr une importance de l'intelligence artificielle dans la société contemporaine extrêmement grande. Alors, qu'est-ce que c'est, je crois... Je t'interromprai plus après, c'est promis. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé de ce qu'a dit Francis. À un moment donné, il a dit le numérique, enfin bon, maintenant l'IA, puisque tout numérique et IA. Tu peux réagir là-dessus? Mais c'est un peu ce que j'ai dit là. J'ai dit Ah, justement, ça, le numérique, ouais. c'est voilà, confirmer ça. c'est lié vraiment au tournant du millénaire, au moment où l'ensemble des relations humaines sont médiatisées par les flux d'informations et par le web. Et le web, c'est lié à l'IA. C'est ça que j'ai essayé de préciser. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, pour qu'on comprenne bien le lien. C'est pour ça que, bien sûr, qu'on peut dire qu'il y a un lien entre l'IA et le numérique. Mais bien évidemment, les réseaux de télécommunications, tout un tas de détails techniques ne sont pas de l'intelligence artificielle. Mais il n'empêche que voilà, il y a ça. Alors, je vais peut-être préciser, c'est-à-dire que le terme d'intelligence artificielle, il me semble qu'il y a 3 plans qui sont importants et qu'il faut distinguer. Il y a le plan scientifique. C'est une science. C'est né en 1956 à Dartmouth College avec le but de simuler les facultés mentales. C'est pas l'esprit, c'est vraiment le sens de l'intelligence qui a été introduit à la fin du 19e siècle par des philosophes qui voulaient naturaliser les problématiques de la philosophie. Donc, qu'est-ce que c'est ces facultés mentales? C'est la mémoire, l'hypertexte, mais c'est la perception, c'est le raisonnement, etc. Cette science a fait faire des progrès assez importants dans le domaine de la compréhension des facultés cognitives. Et les sciences cognitives, ça relève tout à fait de cet héritage de l'intelligence artificielle. Et les modèles de langage aujourd'hui nous en disent beaucoup sur nos facultés linguistiques. Bien, deuxième plan, c'est qu'une fois qu'on a simulé ces facultés mentales, on va pouvoir les introduire à l'intérieur de dispositifs technologiques. Alors là, ça a fait faire des progrès vertigineux. Et c'est ça, lorsqu'on parle de société numérique, plutôt dont on parle. C'est-à-dire la société qui est transformée par ces technologies qui intègrent des algorithmes qui ont été développés par les spécialistes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qui intègrent des algorithmes qui vont simuler un certain nombre de facultés mentales. Vous décodez, vous ouvrez votre téléphone portable, vous parlez avec votre machine pour dicter, etc. Ça, c'est le deuxième plan. On va revenir là-dessus. Et puis le troisième plan, c'est le plan imaginaire. Ça, on reviendra après sur le plan imaginaire, parce qu'il y a des ruptures imaginaires, mais justement, celle-là, elle mérite. Alors, sur le premier plan, effectivement, au plan scientifique, je crois que l'intelligence artificielle a beaucoup apporté, mais c'est une discipline parmi d'autres. Mais là où elle a le plus apporté, c'est en tant que technologie. Et en tant que technologie, elle a apporté non seulement à la société, on reviendra là-dessus, mais elle a d'abord apporté à la science. Et là, il y a une rupture épistémologique majeure. C'est une rupture. Ce qui se produit avec ce qu'on appelle les expériences in silico, avec cette idée qu'on va pouvoir modéliser sur les données. Peut-être pour bien comprendre, on a donné en 2024 le prix Nobel à 3 informaticiens, le prix Nobel de chimie. C'est incroyable, vous voyez, qu'on donne un prix Nobel de chimie à des informaticiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert une méthode qui permettait d'anticiper le repliement des protéines. Alors, vous savez tous ce que sont les protéines, ce sont les usines de la vie. Leur fonction dépend de leur forme. Il est très important de savoir quelle va être cette fonction. Et si vous avez une séquence, alors ce sont des acides aminés, vous avez 20 acides, vous pouvez faire fabriquer n'importe quelle protéine, mais a priori, vous ne savez pas ce que ça va donner. Et l'idée, c'est de pouvoir l'anticiper. Alors, on avait des modèles physiques depuis longtemps qui ne marchaient pas. Et aujourd'hui, on fait des modèles avec les données. Mais c'est tout à fait révélateur de cette rupture épistémologique. Dans un domaine complètement différent, je t'ai invité un jour par des spécialistes d'hydrographie. Eux aussi
auparavant, et je pense que Bettina, ça l'intéresse, parce que c'est des questions importantes, auparavant, on essayait de faire un modèle physique des bassins versants. Et bon, on n'y arrivait pas très bien. Et ben aujourd'hui, on fait un modèle de données des bassins versants. Voilà. C'est ça, cette rupture épistémologique qui est centrale dans le champ scientifique. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc, vous voyez, il faut bien distinguer, c'est clair. L'IA est une science, et puis ensuite, l'IA en tant que technologie dans les différentes sciences. Alors maintenant, on va regarder les transformations sociales qui sont induites par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, bien sûr, elles sont nombreuses. Alors, il y a d'abord quelque chose qui est un peu ancien, qui est lié au web et donc au numérique, c'est que tout le monde a accès, tous les jours, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de n'importe où dans le monde, à l'ensemble de la culture. C'est une sacrée rupture. Pour des vieux comme nous, on se souvient quand même, le moment où il fallait aller dans des bibliothèques, il fallait acheter les livres, c'était quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et des gens de ma génération ont espéré que ça conduirait à une démocratisation extraordinaire. On s'est planté, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, cette idée me semble merveilleuse. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde différent. Moi, je me souviens, en 90, je participais à un dictionnaire des sciences avec Michel Serres et on allait à la Fondation des Treilles. Là, c'était merveilleux parce qu'il y avait une bibliothèque qui était ouverte nuit et jour et je me disais, tiens, ce serait super de dormir dans une bibliothèque. Et au moment où le trésor se termine en 97, je me dis, mais ce rêve s'est réalisé. Nous dormons tous dans une bibliothèque. Non, mais c'est quand même formidable. Il y a de quoi s'enthousiasmer. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Et alors, il y a d'abord ce qui fait les relations sociales qui se transforment. Et en particulier, les réseaux sociaux, ça change la société. Je vais prendre pour qu'on comprenne bien, un certain nombre de concepts. L'amitié, c'est un vieux concept. D'accord ? Ça date, Aristote, je crois, dans l'Éthique à Nicomaque, il y a 2 livres sur 10 sur l'amitié. Platon, etc. Les réseaux sociaux, il y a de l'amitié. Est-ce que c'est la même chose? Non? Et pourtant, quand vous regardez, il y a des petites choses qui sont pareilles. Non, mais c'est drôle parce qu'on prend Aristote et puis on voit, il y a plein de choses. Bon, mais puis bien sûr, il y a des choses différentes. Et est-ce que cette amitié sur les réseaux sociaux a un effet en retour sur un certain type d'amitié qui est l'amitié d'Étienne de la Boétie et de Montaigne, par exemple. Oui, donc ça, c'est. Et puis, donc ça, c'est une relation sociale qui est centrale dans l'éthique. Mais on peut aller plus loin, la question de la réputation. Aujourd'hui, vous avez des scores de réputation, un score algorithmique de réputation. Est-ce que c'est la même chose que la réputation, Brassens a la mauvaise réputation au village? On a l'impression que c'est pas la même chose, et en même temps, c'est la même chose, c'est le même mot. Et vous pouvez reprendre, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces notions, la confiance, etc., toutes ces notions, vous voyez, qui font un peu le tissu de ces relations sociales, évoluent considérablement avec le numérique. Et donc ça, je crois que il me semble que c'est de l'ordre de la rupture. Je ne sais pas ce qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Et c'est continuité en même temps, puisque ce sont les mêmes mots. C'est pour ça que c'est délicat. Et on va voir plus tard que c'est un peu le même genre. Donc vous voyez qu'il y a des ruptures, et puis il y a des choses dont on ne sait pas très bien. Et en même temps, on a quand même l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors maintenant, on va aller dans un autre champ où on a l'impression qu'il y a des ruptures, et en même temps, ce sont des domaines où il y a toujours eu des ruptures. Je vais prendre le domaine de l'activité, les métiers, ils ont toujours été liés aux technologies. Ils ont évolué avec chaque changement de technologique. Par exemple, il y avait à une époque une technique de rivetage pour les plaques de métaux qui étaient importantes pour faire des coques de bateaux. Puis tout d'un coup, on a inventé une autre forme de rivetage, le rivetage automatique. Et puis ça, plein de personnes ont été mises au chômage. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, certaines tâches sont automatisées.
Et il y a des métiers qui se retrouvent dans une sacrée difficulté. Alors au début, on pensait que ce serait juste les tâches routinières, et puis bon, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, un petit exemple, j'étais, par exemple, j'étais aux États-Unis l'an dernier, et il y avait des drôles de voitures avec des capteurs, et c'était des taxis autonomes. Et j'en ai pris. Bon, c'est incroyable. Donc bon, est-ce qu'on aura toujours des chauffeurs de taxi ou pas, hein? C'est une question. Puis alors, bien sûr, moi j'ai fait une conférence pour des traducteurs. Alors pour eux, c'est quand même terrifiant ce qui se produit aujourd'hui, hein, même si on va revenir tout de suite là-dessus, hein, justement, hein, il faudra peut-être réintroduire des traducteurs parce qu'ils ont un rôle qui n'est pas simplement celui de communiquer d'une langue dans une autre, hein. Et donc, ouais, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, hein, on a quand même besoin d'eux, mais on leur dit non, vous traduisez pas, on vous paye un peu moins cher, vous relisez la traduction, hein, ce qui leur demande autant de boulot, mais qui est moins bien payé, hein, ce qui est quand même assez dramatique. Puis bon, les dictées vocales, hein, ça change tout. Bon, ça fait longtemps, bien sûr, qu'il n'y a plus de sténodactylo, hein, mais ça change quand même. Et puis bon, bien sûr, dans le domaine de l'activité administrative, il y a beaucoup de transformations. Et c'est très rapide et on ne sait pas très bien où ça va. Ouais, moi, je préside le comité d'éthique de France Travail. C'est très intéressant ce qu'on voit là-bas parce qu'au début, ils étaient très modestes. Ils ont voulu mettre un comité d'éthique en 2021. Ils avaient quelques applications d'IA, ils étaient un peu inquiets, etc. Puis ensuite, novembre 2022, et puis là, leurs employés ont commencé à utiliser ChatGPT. Et ils étaient obligés de suivre parce qu'ils se disaient, mais on ne va pas les laisser utiliser un outil extérieur. Donc, ils ont fait une version interne de ChatGPT qu'ils appellent ChatFT pour France Travail. Et puis maintenant, il y a 93, en décembre, il y avait 93 projets d'intelligence artificielle. Bien sûr, nous, ils ne les présentaient pas tous. Bon, à ce moment-là, on a commencé à s'inquiéter parce que des choses complètement délirantes, hein. Par exemple, vous voyez, les entretiens professionnalisés annuels. Eh ben, ils veulent mettre un outil d'intelligence artificielle pour les assister. Ce qui fait qu'ils ne sont plus du tout personnalisés, hein. Et alors, l'idée, hein, c'est de filtrer, hein, les propos qui sont tenus, hein, éventuellement d'éviter la discrimination. On va dire, oh, c'est super. Hein, mais ça veut dire que, par exemple, si vous avez une femme en face de vous, vous n'avez pas le droit de lui parler de sa grossesse. Bah oui. C'est incroyable. Donc, l'idée, c'est d'expurger aussi les textes. Donc, vous voyez, ce sont ces transformations qui sont vraiment importantes. Alors maintenant, il y a deux champs où il y a vraiment des transformations majeures, alors qui laissent d'abord, c'est l'éducation. Tous les enseignants que j'ai vus, ils sont totalement désemparés. Ils ne savent plus comment faire. Et on n'a pas de solution. Comment est-ce qu'on apprend aux enfants à écrire lorsque, chez eux, hein, ils peuvent utiliser les modèles de langage? Alors, bien sûr qu'il faut les familiariser avec les technologies modernes, mais en même temps, il faut aussi apprendre à écrire tout seul. Donc, ils disent on ne donne plus de devoirs à la maison. Donc, ça change quand même pas mal de choses dans le domaine de l'éducation. Mais même, vous voyez, pas seulement les enfants, hein, en troisième cycle, hein, en bac plus 5, en général, on demande aux étudiants de faire un mémoire. Et bien maintenant, on ne sait même plus comment faire le mémoire, parce qu'on ne sait pas qui le fait. Donc vous voyez que tout ça sont des ruptures, des sacrées ruptures, hein, et on est vraiment un peu perdu face à ça. Et puis le dernier point, c'est une rupture politique. Alors ça, la rupture politique, je la trouve extrêmement inquiétante. Et on l'a vu, ça va extrêmement vite. Alors qu'est-ce que c'est que cette rupture politique? C'est que vous avez des grands acteurs du numérique qui prennent un poids de plus en plus important, qui sont de plus en plus riches, parce que toute l'économie passe par eux. Et donc, ils deviennent plus puissants que les États. Alors ensuite, bien sûr, certains empires arrivent éventuellement, hein, et en particulier les États-Unis, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup d'empires, hein, à essayer de s'en tirer. Mais vous voyez que même aux États-Unis, il y a un conflit entre le gouvernement et ces grands acteurs du numérique. Et à cet égard, l'histoire qu'on a vécue ces 6 derniers mois entre Dario Amodei et Donald Trump est tout à fait édifiante. Anthropique, c'est ça. Ouais, c'est Dario, c'est le président de Dario. Hein. D'abord, vous vous souvenez, en février, Dario Amodei se permet de critiquer Donald Trump en lui disant « Je vous ai vendu Claude, hein, mais je ne voulais pas que vous l'utilisiez pour le Venezuela. » Donald Trump est furieux et il met Anthropique
dans une liste absolument infamante d'entreprises dangereuses pour la sécurité nationale américaine. Et il dit, il ne faut plus utiliser Anthropic. Quelques mois plus tard, Anthropic sort un modèle de langage qu'il appelle Mythos, que personne n'a vu puisqu'il ne le vend pas parce qu'il dit que c'est tellement dangereux qu'il ne peut pas le vendre. Et à ce moment, tout d'un coup, le président des États-Unis s'inquiète et il demande, alors qu'il avait interdit qu'on utilise les outils d'Anthropic, il demande aux banques et au Pentagone de tester Anthropic. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il décide d'interdire, hein, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, d'interdire l'accès aux outils d'Anthropic, les outils les plus puissants d'Anthropic, hein, c'est-à-dire Mythos et puis un autre outil Fable 5, aux non-américains. Hein, avec cette idée qu'ils vont conserver une suprématie sur l'ensemble du monde. Mais que tout ça, c'est extrêmement problématique. Alors, on pourrait même aller plus loin, parce que vous vous souvenez ce qui s'est passé avec les juges de la CPI qui ont été condamnés, hein, c'est qu'ils ne peuvent plus rien faire. Hein, ils peuvent plus, puisqu'on ne peut plus payer avec une carte Visa ou Mastercard, parce que c'est américain. Hein, et vous avez vu que cette souveraineté américaine s'étend partout, puisque même le commissaire européen, qui est à l'origine de la régulation, Thierry Breton, a été interdit de séjour aux États-Unis. Alors, je voudrais terminer pour dire justement sur ces questions-là, il y a deux choses. D'abord, ça a été cité tout à l'heure, hein, l'encyclique du pape, hein, et en particulier l'encyclique de Léon XIV, qui est très intéressante. Hein, je crois qu'il faut la lire parce qu'il touche vraiment des problèmes centraux, hein, en particulier sur cette très grande puissance des grands groupes industriels, hein, sur les aspects culturels, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je voudrais évoquer deux mythes qu'il cite, qui sont très intéressants, parce qu'il dit deux mythes de la Bible. D'une part, le mythe de Babel, et d'autre part, le mythe de Néhémie. Alors, le mythe de Babel, vous le connaissez tous, bien sûr, hein, c'est cette idée que les peuples vont avoir un langage commun pour édifier cette tour vertigineuse qui doit aller jusqu'au ciel, et puis que tout d'un coup, il y a une malédiction divine. Mais les exégètes nous disent autre chose. Ils nous disent, en réalité, ce n'est pas une langue commune. Il y avait 70 langues, et pour les besoins de la construction, ils ont décidé d'avoir un idiome de communication commun. Et comme ils parlaient cet idiome de communication commun, ils ne prenaient plus la peine d'apprendre la langue des autres. Et c'est ça qui a conduit à la discorde. C'est un peu ce qui se produit aujourd'hui avec la traduction. On n'a plus besoin d'apprendre la langue des autres. On n'a plus besoin de traducteurs. Et le risque, c'est que les traducteurs, si on apprend la langue de quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement pour communiquer avec lui, c'est aussi pour apprendre sa culture. Et donc le risque, effectivement, c'est une société monolithique. C'est ce que dit exactement le pape. Il dit ce modèle est négatif. Et puis il oppose un autre modèle qui est celui de Néhémie. Alors dans le livre de Néhémie, c'est un juif qui est exilé donc après le premier exil à Babylone. Il va en Perse et il devient l'échanson du roi de Perse. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il lui servait du vin. Donc il y avait bien du vin en Perse. Mais on le sait de toute façon. C'est même, je crois, à l'origine du vin, la Perse. Mais bon, ce n'était pas l'Iran d'aujourd'hui. Mais ensuite, il revient à Jérusalem. Et là, il voit que le temple a été reconstruit, mais que les murailles sont détruites. Et donc, Jérusalem est ouverte à tous les vents et à tous les attaquants. Et donc, il veut reconstruire cette muraille. Et pour le faire, il ne fait pas un plan d'ensemble vertical. Il ne fait pas une organisation verticale. Mais au contraire, il confie à chaque groupe de la société le soin de reconstruire qui une porte, qui un pan de muraille, etc. Et cette idée, effectivement, que chacun s'approprie les technologies en fonction de ses besoins pour participer à l'édification commune. C'est exactement ça, certainement, qui est peut-être positif, mais ce n'est pas donné pour l'instant. Les enjeux politiques sont majeurs. Alors, peut-être pour terminer, je voudrais évoquer un terme qui est c'est le pharmacone. Donc c'est à la fois une drogue et un poison. Et dans un très beau livre, Jacques Derrida, La pharmacie de Platon, relie le Phèdre, le dialogue, dialogue d'une très grande complexité, et qui résume toute la pensée de Platon sur la rhétorique, et il le relie à travers, il prend comme fil conducteur cette idée de pharmacone. Il dit, la rhétorique, c'est à la fois, et l'écrit, c'est à la fois
positif comme un médicament, et en même temps, ça peut être un poison. Ben, on peut dire peut-être de l'intelligence artificielle un tout petit peu la même chose. Tu n'as pas choisi, quoi, finalement, hein, la question. Non, j'ai pas choisi parce que non, mais j'ai pas choisi parce que c'est pas à moi de choisir. Je pense que, et ça c'est vraiment important, que nous sommes libres. C'est-à-dire que tout est toujours possible, encore libre. Et je crois que non, mais c'est vraiment central parce que un certain nombre de grands acteurs du numérique nous expliquent, et j'en ai pas parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure, de ces perspectives mythologiques, qu'il y a une espèce de déterminisme, c'est-à-dire que la technologie nous porterait dans une direction particulière. Je pense que c'est totalement faux. On peut faire des choses très différentes avec les technologies. Merci. Alors, pour aller un peu plus loin, moi j'ai plusieurs questions. Jacques Ellul, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la technologie pour dire que de toute façon, on ne pouvait pas l'arrêter. En fait, hein, et son développement était autonome. Enfin, une des idées de Jacques Ellul. D'autres, d'ailleurs, l'ont dit, même Stigler, quelque part et tout. Tous ces gens-là, finalement, au cours du XXe siècle, pas à propos du numérique et de l'intelligence artificielle, vu leur époque, mais beaucoup autour des questions nucléaires, en fait, averti que quand une technologie était à portée de l'humanité, même si elle était destructrice, elle se développait. Alors, je ne dis pas que le numérique soit destructeur, parce que sans ça, ça prouve que je ne t'aurais pas écouté, ce qui n'est pas le cas. Mais en l'occurrence, ces questions quand même se posent, et aujourd'hui, un des débats, comme on dit sur la table, est que cette technologie et particulièrement les créations de l'IA peuvent être des créatures autonomes qui vont justement nous enlever à nous un peu de liberté. Première question, qu'est-ce que vous pensez là-dessus par rapport à cette question par rapport, si j'ose dire, justement à l'espèce humaine? Il y a même des gens qui vont plus loin en disant que c'est une rupture telle, que c'est une rupture anthropologique, sujet de la dernière fois, pour l'espèce humaine. Et je vais vous lire une citation qui m'a beaucoup frappée de Bruno Patino, qui est le président d'Arte, qui a écrit un livre dont le titre est en soi extrêmement alarmant, qui s'appelle L'obsolescence humaine. Et en fait, il dit des Lumières, de l'époque des Lumières, nourries par des siècles de christianisme, ont fait progresser l'idée d'une inviolabilité du corps humain avant qu'au XXe siècle, l'intégrité corporelle ne soit reconnue comme un droit fondamental de la personne humaine. La révolution numérique impose désormais d'appliquer au cerveau ce que nous avons appliqué au corps, sa sacralisation, en fait, une protection juridique et technique qui empêche sa manipulation, son altération ou de façon plus insidieuse, sa lente atrophie par la réduction de ses capacités cognitives et réflexives. Lui, il dit que ça passe par l'écriture et la lecture. Et en fait, ça c'est un peu à la fin de son livre, mais plus haut dans son livre, il avait dit une phrase qui elle-même est quand même extraordinairement interpellante: l'individu augmenté risque d'être un humain diminué. Alors, je vous pose la question parce que finalement, dans cette maison, avec le cycle des Lumières, on avait beaucoup parlé d'humanisme. Est-ce que ça veut dire que l'humanisme tel qu'on l'a connu, mais simplement, je dirais, la dignité humaine, la liberté humaine, comme tu viens de le dire, peut être en danger avec le numérique? Toi, tu nous dis, on a encore la liberté finalement de la réguler, puisqu'il s'agit quand même bien quelque part des régulations. Mais en fait, tu donnes l'exemple d'Anthropique qui va sûrement donner des idées à d'autres empires, donc en plus qu'il y en a un de l'autre côté du monde, donc qui aurait bien des idées là-dessus, etc., etc. Donc, je crois que c'est vraiment cette question qui taraude les gens, le public.
est-ce que, à la limite, sans, vous savez, cette expression un peu idiote qui est à l'insu de notre propre gré, que je trouve particulièrement ici opérante, est-ce qu'on n'est pas en train de nous donner à la machine sans savoir exactement sauvegarder l'âme, qui n'est pas toujours technique, comme dirait Jean-Gabriel? Bon, moi, je vais essayer de prendre un point de vue de prospectiviste. Si on regarde bien, l'évolution de la vie, c'est l'histoire d'une montée en complexité, en conscience, en intelligence, de Chardin, Edelman, Morin et Antonio Damasio, pour pas l'auteur de science-fiction, mais le biologiste. Et si on regarde comment effectivement la vie fonctionne, la première vie élémentaire, les cellules, puis les plantes, on a de l'intelligence quelque part réflexe, d'homéostasie, de régulation, qui est liée souvent à des réactions physiologiques, etc. Et puis, dans l'évolution est apparue la création du système nerveux, qui permet de faire de la détection avec les neurones non myélinisés, comme on dit, qui sentent ce qui se passe. Et puis ensuite, il y a des neurones myélinisés qui sont apparus, avec la possibilité de porter de l'information, d'interagir de l'information, de faire du traitement d'information. Et finalement, faire apparaître le premier niveau de conscience, c'est ce que Damasio appelle l'intelligence naturelle. Et ça existe chez les animaux et chez les humains, bien sûr. Et puis, il y a eu chez les humains le développement de l'esprit, l'extériorisation disons, de boucles informationnelles, des langages qui nous ont permis d'arriver à, globalement, au niveau de l'humanité échangée, mais surtout de faire naître dans notre dans notre cerveau, un deuxième niveau de conscience. Et Edelman a écrit pas mal là-dessus, qui, en fait, ce deuxième niveau de conscience, ça permet de mélanger l'intelligence naturelle, ce que Damasio appelle les sentiments, et puis l'intelligence qui effectivement qui est rationnelle, les raisonnements. Et associant les deux, finalement, on est arrivé à un deuxième niveau de conscience qui est celui de l'humanité aujourd'hui. Et chaque être humain a ce deuxième niveau de conscience et puis permet et échange avec d'autres, etc. Et en fait, moi, l'idée qui m'apparaît dans l'évolution, c'est que avec la création de ces infrastructures externes performantes de traitement de l'information et de coopération, ce que je citais tout à l'heure comme l'ubisphère, cybersphère, noosphère, ce sont des choses très concrètes, et sont apparues cette infrastructure de traitement de l'information qui nous permet, et on est déjà rentré dedans, nous fournit à l'humanité un support évolutif très puissant. Nous sommes actuellement dans ce support évolutif, disons, d'intermédiation massive entre les êtres, la connaissance et les agents qui sont là depuis longtemps. Et je pense que, et je vais essayer de le développer un peu, que va ensuite apparaître, quand on va au-delà de l'intermédiation, quand on va interagir au niveau de l'humanité, au niveau global, va apparaître un quatrième niveau de conscience, tout comme il y a eu premier et second, il y aura troisième et quatrième niveau de conscience. Alors, je ne suis pas le seul à le penser. Il y a des gens aux États-Unis, il y a des méchants GAFAM, mais il y a aussi des universitaires qui travaillent sur ces sujets. Et donc, qui pensent qu'on est dans une transition évolutionnaire majeure. Je vais essayer de la détailler en quelques minutes, si tu me les donnes. Alors, disons que les infrastructures numériques et l'IA, c'est une nouvelle, disons, façon d'échanger de l'information à l'échelle planétaire. Ça a été très bien décrit. Et donc, l'IA, c'est une forme de catalyseur puissant et producteur d'outils qui permettent de faire cet échange d'informations et de connaissances, de dormir dans cette bibliothèque, mais plus d'échanger au niveau mondial. Mais c'est une technique, c'est une technologie. Ce qui compte finalement, ça va être le but de ces échanges, le purpose, comme disent les Américains. Alors, ça veut dire que l'information, c'est un support de coopération, de synchronisation et aussi de production, petit à petit de connaissances avec les langages, etc. Et c'est donc à la clé de notre conscience et de l'intelligence. Donc l'enjeu avec ce potentiel qu'a ce système d'échange d'informations actif, c'est effectivement d'essayer d'aligner son usage et sa production avec les valeurs humaines. Ça va être ça, c'est ça notre enjeu
capital devant nous. Et pour ça, il faut qu'on en fasse un usage, ce que les Américains appellent intentionnel, avoir envie de faire de ce système quelque chose d'utile. Pas forcément quelque chose qui va nous dire la meilleure série à regarder, etc. Ça peut être utile aussi, mais d'en faire quelque chose d'utile. Parce que ce système-là, un cerveau, pour qu'il fonctionne, il faut le nourrir. On a tous des cerveaux, tous les humains ont des cerveaux, ils sont nourris différemment, ils sont appris différemment. Donc, aligner son usage et sa production avec les valeurs humaines, voilà l'enjeu. Il faut aussi, en 2013, on avait écrit un livre collectif avec Stigler qui parlait du pharmaco à l'époque aussi. Ça s'appelait la métamorphose numérique et en sous-titre, vers une société de la connaissance et de la coopération. Et je pense que c'est ça cet enjeu. Et j'ai rédigé récemment un livre qui s'appelle « Il y a des lumières », mais pas forcément les lumières du siècle des Lumières, mais les nouvelles lumières, effectivement, inventées en tenant compte de ce potentiel technologique. Donc, il faut qu'on fasse aussi un usage coopératif de ce potentiel. Tout comme d'ailleurs, dans un certain nombre de jeux, on voit que les enfants sont capables, dans des jeux en réseau, etc., de coopérer, de se créer des mondes, etc. Donc, l'IA, ça peut être un accélérateur d'évolution pour l'espèce humaine, et l'espèce et l'être humain également, par l'établissement d'une intelligence et d'une forme de conscience planétaire. C'est un enjeu. Cet enjeu, pour le nourrir, hein, si on regarde comment on fonctionne au niveau de notre cerveau et au niveau de nos sociétés aujourd'hui, on travaille, on s'est appuyé sur une forme de conscience collective, mais aussi d'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, la sécurité, l'alimentation, l'intérêt, le plaisir, et le conscient collectif qui est plus de l'intention, de la raison, du sentiment, de la dignité. Et les deux fonctionnent. Et il faut se dire que dans le développement de cette conscience planétaire, il y aura de tout ça qui va être dedans. Il y aura de l'humanité. Mais il faut donc veiller à ce qu'on mette non pas uniquement les aspects mercantiles, etc., mais qu'on mette d'autres choses, que par exemple, on crée des IA philosophiques en prenant non pas tout ce qui a été écrit sur le web, mais tous les écrits de philosophie pour entraîner une IA avec des jeux de données qualifiés. Et on va avoir donc un enjeu de se créer comme ça des biens collectifs dans tous les domaines pour établir des connaissances qui vont servir à notre niveau de conscience et d'intelligence. Dans ce travail, d'ailleurs, on a 3 niveaux. On a l'écosystème humain qui fonctionne, on a les communautés ou les collectifs, et on a l'individu. Tout comme dans l'Internet, on avait du pair à pair qui existait, d'individu à individu, des réseaux sociaux globaux, et puis les gens qui pilotaient tout ça. Donc, tout ça va avoir, bien sûr, nous entraîne à des réflexions sur comment notre société avait commencé d'évoluer, avec un phénomène très positif qu'il va falloir continuer de développer, qui est l'individuation, qui n'est pas l'individualisme, hein, qui est l'individuation, et puis avec l'usage petit à petit de tous ces outils, de ces capacités-là, d'une forme de transindividuation que permet aujourd'hui déjà des outils d'intermédiation et que leur évolution va nous permettre. Donc, cette intermédiation dans laquelle on vit a fait appel à des agents intelligents. On dit l'agentique aujourd'hui, les agents, ça existe depuis longtemps. Hein, vous en utilisez constamment depuis que vous faites de l'informatique. L'informatique travaille pour nous, pour vous. Mais avec un enjeu de délégation, puisqu'on délègue des choses à ces agents, soit nous-mêmes, soit ceux qui définissent les applications qu'on utilise. Mais ces agents vont être aussi en capacité d'interagir entre eux, ce qui va complexifier assez fortement la société et le pilotage de ces agents. En fait, moi je le pense depuis longtemps, on va vers une forme, à chaque fois l'humanité a coévolué avec les technologies et on va vers une forme de coévolution avec l'IA, pour aller numérique et l'IA. Donc l'enjeu, ça va être vraiment, vous regardez les GAFAM, ils nous disent tous les 6 mois que dans 1 an, on aura la grande intelligence générale. Mais ils le répètent depuis 2 ans, 2 ans et demi. Pourquoi le font-ils? Ils n'y croient pas, parce qu'ils sont quand même plus intelligents que ça. Si on te demande définissez la grande intelligence Eh ben, générale. je vais te le dire. Ah, pardon. Voilà.
C'est parfaitement synchronisé, on a répété. Donc l'enjeu, ça va être d'aller soit vers ce qu'on appelle la grande intelligence générale autonome, celle qui va nous faire peur, soit d'aller vers une forme de super-intelligence humaine collective. C'est ça l'enjeu. Hein. Non, c'est Big Brother ou l'humanité. Et donc, ce qui est dangereux, c'est pas je pense que l'intelligence générale autonome n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que c'est comme l'horizon, ça recule à chaque fois qu'on avance. À chaque fois qu'on développe de nouveaux outils d'IA, on les intègre dans notre communauté, nos savoir-faire humains, et la fameuse intelligence générale, eh bien, elle recule de pense. C'est ce que je pense. Tout le monde, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment l'enjeu, cette super intelligence humaine collective qu'il nous faut nourrir. Et donc, comment va-t-on aller vers ce chemin? Et je rejoins ta question du départ, il peut y avoir débat hein, sur est-ce que c'est ce qu'est un monde d'humains et un monde d'agents ou de robots autonomes, avec la question de la sentience. Hein, Blade Runner a bien décrit tout cela. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait des robots qui ont des niveaux de conscience, des niveaux de sentience, qui développeraient un premier niveau d'intelligence, et puis un deuxième niveau d'intelligence, comme l'humain l'a fait? C'est effectivement une question. Mais une autre façon de réfléchir, si on vise plutôt cette conscience collective planétaire humaine, c'est de réfléchir au problème d'injection, d'osmose et de symbiose. C'est-à-dire d'injection, la façon dont on va mettre des connaissances dans ce grand intelligence-là. Ensuite, l'osmose, c'est comment va-t-on quelque part laisser passer des connaissances d'un milieu à forte densité à un milieu à plus faible densité, qui est nous, c'est-à-dire comment va-t-on utiliser avec notre bonne membrane la façon dont on ingère des connaissances et la façon dont on va rester autonome dans notre esprit. Et puis la troisième forme, c'est effectivement la symbiose, hein, c'est-à-dire une association, j'allais dire, intime et durable entre l'être humain et la conscience collective ou des agents personnels qui représentent cette interface avec la conscience collective, comme dans le dessin animé où il y a un enfant avec un faux tigre imaginaire qui est son. Donc, je pense que si on regarde d'un point de vue évolutionnaire, je pense que c'est ça qui est possible. On est devant ce challenge-là. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va aller vers ça. Moi, j'y crois assez parce qu'il y a quand même suffisamment de bonnes formulations de ça. Il y a des mauvaises formulations qui sont les prises de pouvoir politiques, etc., dont tu as bien parlé. Mais je pense qu'il faut aussi que moi, à chaque fois, je pense qu'on dépense notre énergie à combattre des choses, c'est de l'énergie qu'on perd à ne pas créer les choses positives que l'on voudrait créer. Parce que de toute façon, sur les GAFAM, etc., on peut les cantonner. La ligne Maginot faite par l'Europe, on voit bien qu'il passe à travers. Enfin, il les contourne, c'est le principe d'une ligne Maginot. Hein. Parce que là, on n'est pas suffisamment costaud pour pouvoir résister. Hein. Elle est faite parce qu'on essaye de dire on ne pourra pas réguler si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les divisions quelque part et si on n'a pas la puissance technologique là-dessus. Mais néanmoins, dans la façon dont on va ensuite utiliser, nourrir ce système, là, je pense qu'on a de l'initiative. On peut créer je l'ai dit, beaucoup de contenus d'intérêt général. On peut créer des outils humains d'interface, il y en a déjà utilisés dans les écoles, de personnalisation. On peut créer des outils qui vont nous permettre de quelque part de communiquer et quand on se pose des questions, etc., d'avoir des communautés de référence, etc. Il y a énormément de travail à faire. En fait, on l'a déjà commencé sans IA, ce travail, parce que l'humanité, elle a avancé sans IA. Mais simplement, dans l'évolution, on a un outil là qui est arrivé. Et cet outil-là, il faut s'en emparer, sinon d'autres s'en empareront. Parce que c'est ce que je disais en introduisant le séminaire, enfin notre conférence. Vous êtes quand même tous les deux, alors j'ai horreur du mot optimiste, mais vous êtes quand même, alors certes lucide, mais plutôt optimiste. Et
que je voudrais te dire, c'est que moi, vraiment, tout ce que je lis parmi les intellectuels, dans la sociologie, etc., vont plutôt dans le sens de Patineau. Hein, voilà. Et ce que tu dis, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut en faire un outil à la fois maîtrisable et collectif, pour résumer un peu ce que tu dis. Mais comment Tout d'abord, moi je suis assez en phase avec ce que dit Bruno Patino. Hein, c'est-à-dire qu'il fait écho, bien évidemment, hein, dans son ouvrage L'obsolescence humaine, hein, à l'obsolescence hein, de l'homme, hein, de Gunther Anders. Hein. Donc c'est effectivement une inquiétude qu'il manifeste sur l'état de la société avec les technologies. Et il le fait en tant qu'homme de médias parce qu'il se rend compte que notre attention est saturée par les contenus. On a aujourd'hui d'abord une production vertigineuse. Chaque jour, on produit des contenus qu'il faudrait 30 000 ans à quelqu'un pour regarder. Cette image tout à fait extraordinaire. Et d'autre part, les techniques d'intelligence artificielle non seulement produisent des informations, ces informations donnent l'impression de la réalité, donc elles nous trompent, hein, c'est-à-dire que ce sont un peu comme des vidéos ou des photos, ce sont des indices pointés sur une réalité fictive. Donc elles nous déroutent totalement. Et puis, qui plus est, d'autres techniques d'intelligence artificielle les ciblent sur des sous-fragments de la population. C'est le risque des infox, hein, et je travaille beaucoup sur ce sujet-là, car je crois qu'il est extrêmement inquiétant. C'est l'exercice même de la démocratie qui est mis en cause par l'utilisation de ces technologies. On peut dire que du point de vue politique, il y a deux dangers. Le danger, c'est que d'un côté, les techniques d'intelligence artificielle renforcent les dictatures, puisqu'elles permettent une surveillance totale de tous les citoyens à tout moment. Moi, je me souviens qu'au moment du forum sur l'intelligence artificielle l'an dernier, il y avait un événement séparé sur le thème IA et démocratie. Et là, il y avait cette dame, alors le nom est imprononçable, Svetlana, et puis je ne me souviens pas, Tikhanovskaya, hein, qui est la présidente élue de Biélorussie, qui était en exil et qui avait, quand elle arrivait sur scène, la photo de son mari, qui était un blogueur, qui avait été enfermé en prison, donc qui a été libéré depuis. Et elle nous disait, mais avant de parler d'IA et démocratie, il faut parler d'IA et de dictature. Donc si on est dans une dictature, il sera très difficile de s'en sortir. Et d'un autre côté, les techniques d'intelligence artificielle ont tendance à rendre l'exercice de la démocratie de plus en plus difficile. L'exercice de la citoyenneté, parce qu'il n'y a plus d'espace délibératif commun. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc Jürgen Habermas, qui est décédé il y a peu de temps, hein, et qui a travaillé toute sa vie sur les conditions de ce débat public, a écrit à la fin de sa vie un ouvrage poignant, hein, Espace public, démocratie délibérative, le tournant. Donc c'est ça que je trouve extrêmement inquiétant avec l'intelligence artificielle. Donc je ne suis pas extrêmement... Mais je vais aller plus loin parce que... Pourtant, si tu me permets juste, souvenons-nous, il y a plus de 10 ans, alors c'était par Facebook, etc., à cette époque-là, mais toutes les révolutions, en particulier tunisiennes, etc., bon, beaucoup de révolutions dans les pays de l'Est, et donc beaucoup de libérations, elles sont passées par les échanges numériques entre les citoyens. Alors, bien évidemment, je vous ai dit tout au début, il y a cette aspiration extraordinaire hein, à la culture, à la démocratie, au contact, etc. Nous, quand on a vu il y a 20 ans, tu te souviens, les premiers réseaux sociaux, on trouvait que c'était formidable, ces jeunes étudiants de grandes universités américaines qui créaient du lien social. Comment ne pas s'enthousiasmer? Puis ensuite, on a vu ce qu'est devenu Twitter, X, etc. Et le bouleversement que ça peut avoir sur l'espace politique. Maintenant, prenons l'exemple des printemps arabes. Moi, je me souviens que tout au début, on était là, on se disait c'est formidable. En Tunisie, c'est extraordinaire. Puis moi, j'avais un étudiant tunisien et il m'a dit, mais au bout de quelques mois, il m'a dit, il y a des choses sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que justement, il y a
tous ces modes, cette façon de reprendre possession de ces lieux de façon occulte. Et donc, on est dans des situations extrêmement dangereuses. Et ce dont parle Bruno Patino, c'est exactement de cela. Il a écrit ce livre avec un titre merveilleux, la civilisation du poisson rouge. On est tous dans notre bocal et on échange avec nos poissons copains et on est d'accord avec eux parce qu'on a les mêmes informations. Mais simplement, on oublie qu'il y a d'autres bocaux avec d'autres poissons qui n'ont pas du tout la même conception. On est dans des sociétés de plus en plus fragmentées. Ça, c'est, je crois, un problème majeur. C'est ce problème politique, donc je ne suis pas du tout optimiste. Et maintenant, je vais revenir quand même à ce que disait tout à l'heure mon collègue Francis. Il a parlé de l'alignement sur des valeurs humaines. Mais il faut savoir ce que ça veut dire quand même. Parce que le terme a été introduit par Anthropique, avec l'idée d'IA constitutionnelle, c'est-à-dire de fixer, une grande entreprise décide qu'il y a des valeurs et puis qu'elle va faire en sorte qu'on va censurer, parce que c'est bien de ça dont il est question, les textes générés par les machines au nom de ces valeurs. Mais bien sûr, ça pose d'énormes problèmes, parce que les valeurs, on pourrait reprendre, il y a un très beau texte de Yankelevich là-dessus, il dit toutes les valeurs sont infinies. Sauf qu'elles sont toutes en conflit les unes avec les autres. Et la difficulté de l'éthique, c'est pas les valeurs, on est tous d'accord, c'est l'arbitrage entre les valeurs. Et c'est bien évidemment ce qui fait que ça va être extrêmement problématique. Donc d'abord arbitrer de façon automatique, et en même temps les choisir. Et justement, dans son encyclique, le pape, il dit, bien sûr, le problème c'est savoir d'abord avoir une réflexion sur les valeurs et sur la priorité entre ces valeurs. C'est exactement de ça dont il est question. Donc moi, au contraire, je pense que l'alignement sur les valeurs me pose des problèmes. Et il faut bien comprendre que si on aligne les machines sur les valeurs, ça veut dire, d'un autre côté, qu'on va après aligner les esprits sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire que si vous avez une machine qui filtre les sorties des générateurs automatiques de langage, il se peut que tout d'un coup, les journalistes qui écrivent des articles, on leur dise « Ah oui, mais peut-être que vous feriez, comme les sensitivity readers en anglais, il faudrait quand même que ce soit conforme à ces valeurs. Et puis ensuite, on va le faire sur les livres, etc. » Donc moi, je ne suis pas du tout optimiste. Je crois au contraire que c'est extrêmement inquiétant. Donc il y a des risques qui sont majeurs et il faut se lever, il faut en prendre conscience et je pense qu'il faut s'y opposer. En revanche, il y a des fables aussi. Et ce qui est extraordinaire… Comment s'y opposer ? Alors, comment s'y opposer ? Je dis d'abord en prenant conscience, et ensuite, justement, en refusant ces projets d'alignement sur les valeurs. Vous savez que j'ai été invité la semaine dernière au Sénat par une dame, sénatrice tout à fait charmante, parce que le Premier ministre, Lecornu, lui avait demandé de faire un rapport sur l'alignement sur des valeurs. Moi, je dois dire que c'est plutôt un tout petit peu inquiétant. Donc, ça, c'est ce qu'il faut refuser, je crois. Il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Et je crois que la métaphore, enfin l'image de Néhémie est tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on décide de ce que l'on veut faire, la façon dont on va s'approprier, les raisons pour lesquelles on utilise les technologies d'intelligence artificielle et qu'on en prenne conscience. Alors, face à ça, il y a un certain nombre de mythes qui nous disent, et ce sont ces mythes de rupture. On nous dit, attention, vous allez avoir tout d'un coup une intelligence artificielle générale, une super intelligence, une singularité technologique, et on rentre dans un monde différent. Et ça, bien sûr, ça fait très très peur, tout le monde s'inquiète, et on nous dit, les mêmes qui fabriquent l'intelligence artificielle, c'est pour demain, c'est pour dans 6 mois, on arrête tout parce que c'est trop dangereux. Et bien sûr, ils continuent à travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Alors c'est justement ce que j'ai essayé de faire dernièrement dans un ouvrage qui va paraître à la rentrée, en reprenant la notion de mythologie de Roland Barthes. Vous vous souvenez que c'est une figure sémiologique extrêmement intéressante. Selon lui, il y a 2 systèmes sémiotiques à l'intérieur. Un premier système, la littéralité, on nous dit voilà, parce qu'on nous raconte des choses formidables. Par exemple, un ingénieur d'Anthropique nous dit Claude est terrible parce qu'il m'a menacé de dévoiler des relations extra-conjugales, parce que je voulais le débrancher. Alors bon, ça fait peur.
Et évidemment, quand on regarde, on se rend compte que c'est une simulation. Puis en plus, de toute façon, il ne l'aurait pas dit parce qu'il aurait été obligé de donner ces relations extra-conjugales. Hein, donc c'est improbable. Mais ouais, ça fait partie. Et Anthropic encourage ce genre de choses. Puis les journalistes relayent ce type de choses. Un autre, hein, c'est le concurrent OpenAI, dit ouais, notre version 5.3 d'Opus, elle s'est dupliquée à l'insu des ingénieurs et elle a déporté sa copie sur un serveur externe. Et ensuite, on lui a dit mais t'as fait ça, t'as pas le droit. Il dit ah j'ai rien fait, il a menti. Hein. Tout ça, bien sûr, laisse entendre qu'il y a une intention derrière ces machines qui serait maligne. Ça relève de la fable. Alors, justement, si on reprend cette notion de mythologie au sens de Barthes, il y a ces histoires qui sont rigolotes, un peu inquiétantes, mais on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que le deuxième sens? Pour Barthes, c'est l'idée qu'il y a un sens qui parle à la société, le sens mythique. Et là, qu'est-ce que nous dit ce deuxième sens? C'est la même chose que ce que nous dit. C'est quand même drôle. Le système d'Anthropique s'appelle mythos. Et le deuxième, fable. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, en réalité, c'est terrible, je ne peux pas le mettre, mais il nous dit, nous, on est très puissants, tellement puissants qu'on a les clés pour détruire l'intégralité du monde. Et donc c'est de ça, bien sûr, dont il faut se défier. Il faut se dire non. Bien sûr qu'ils n'ont pas cette puissance qu'ils inventent. Ça lui a bien servi d'ailleurs à Anthropique, puisque vous voyez bien qu'il en a profité pour se rabibocher avec le président, le président des États-Unis. Je ne sais pas, mais vous voyez, c'est une bonne question. Non, mais c'est une très bonne question parce que c'est l'enjeu. Est-ce que nous passons dans un monde de néo-féodalisme où les grandes puissances seront ces acteurs du numérique, ou est-ce que nous passons dans un monde impérial? Et ça, on ne sait pas encore. Bien sûr que les nations, comme les nations européennes, elles sont ratiboisées. L'idée quand même absurde qui était celle de la présidente Ursula von der Leyen, dit on a perdu la bataille du numérique, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner la bataille morale, et on va ériger des règles et des normes. Et on va gagner tout avec des règles et des normes. Mais on oublie simplement que si vous regardez Thémis, la figure de la justice, qu'est-ce qu'elle a comme attribut? Elle a le glaive. Que la justice sans la force, et ce n'est pas simplement Thémis, vous lisez Pascal, justice sans force n'est qu'impuissance. C'est ça? Voilà. Donc effectivement, on est... Alors je voudrais rajouter un petit point à ça, avant de te redonner la parole, sur la notion d'intelligence quand même. Parce que l'idée que l'intelligence puisse être générale est quand même extrêmement problématique, parce que ce qu'on sait, c'est que par essence, je vous ai expliqué ce qu'était l'intelligence de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des facultés cognitives. Et donc, c'est varié. Et les résultats des sciences cognitives nous montrent bien, avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale, qu'il n'y a pas deux cerveaux qui fonctionnent de la même façon. Vous faites écouter le même morceau de musique à des personnes différentes, et selon leur culture, selon leur connaissance de la musique, n'auront pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont actives. Et de même, on sait qu'on ne raisonne pas de la même façon selon les individus, etc. Moi, j'ai fait passer plus de 50 thèses sous ma direction au cours de ma carrière. Ce qui est passionnant, c'est que je peux vous dire, on suit les étudiants pendant 3 ans ou 4 ans, il n'y en a pas 2 pareils. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce métier. Donc l'idée que l'intelligence, ce serait une substance qu'on accumule et qui tout d'un coup va nous exploser comme ça, c'est totalement absurde. Ça ne repose sur rien. Et l'idée qu'ensuite, elle se développerait toute seule, c'est de la fiction. Mais ce sont ces légendes, je crois, dont il faut vraiment se défier aujourd'hui. Je passe la parole, mais sauf quand même dans un système, parce que si on choisit entre le néo-féodalisme et l'impérialisme, il n'y a pas trop de place pour la démocratie. Donc, sauf si on est dans un système antidémocratique. Francis. Moi, la première chose, c'est que en fait, les dystopies ne sont pas des bons conseils. Il faut les avoir en tête, mais ce ne sont pas des bons conseils. Black Mirror, c'est pas forcément. Si on fait du Black Mirror, on va faire du Black Mirror. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas tomber dans les récits américains. Quand on sait ce qu'est le Patriot Act, Anthropique, il ne peut pas s'amuser. Ils le font consciemment. Il a gagné d'ailleurs beaucoup en prenant ses premières positions, beaucoup de clients. Mais Patriot Act, tu fais si les États-Unis, si la sécurité des États-Unis est en jeu, tu fais ce que je te dis. Et en fait, tous ces gens ont
dans leur board, ont des gens qui représentent la NSA à très bon niveau. Ils nous font ces récits, d'ailleurs on l'a dit tous les deux de la même façon, hein, l'intelligence générale, c'est pour nous faire peur, mais il y a une chose qui est, ils ont tenté un coup qui s'appelle les gros LLM, qui consiste à dire on va faire de plus en plus gros, et ces gros LLM vont prendre toute la connaissance humaine. On sait bien que c'est d'abord c'est pas possible scientifiquement, deux, la connaissance croît, donc ils n'y arriveront jamais, mais ils ont essayé de nous le passer en force. Et heureusement, les Chinois sont arrivés à un moment en disant ben, on peut peut-être faire plus petit, on peut peut-être, au lieu de faire un gros LLM, faire des petits qui sont déjà de bonne taille pour être quand même statistiques, mais qui vont nous permettre de consommer beaucoup moins d'énergie, qui vont nous permettre de devenir plus intelligents, au sens où on va effectivement avoir des contenus de qualité qui vont les entraîner. Ils sont petits, c'est faisable. Donc, quelque part, on a effectivement des capacités à développer, à ne pas rentrer dans ce récit et à développer des outils, parce que moi, je suis à peu près persuadé que les moteurs d'IA, je parle de l'IA générative, parce qu'il y a toutes les autres IA dont on ne parle pas, hein. Il y a ces moteurs d'IA générative, ça va devenir des commodités. Le problème, ça va être avec quelles données on va les entraîner et ensuite comment on va travailler leur production, hein, puisque tout ça est profondément humain. Les IA génératives sont entraînées avec des connaissances humaines. Vous leur posez des questions, c'est des humains. Comme les résultats ne sont pas terribles avec les grosses LLM, on leur met des connaissances à côté, ça s'appelle du RAG, pour qu'elles soient un peu plus précises. Et tout le reste, hein, et effectivement, la réponse à tout ça, c'est l'humain partout. L'IA elle-même n'existe pas en soi. Il faut quand même se le dire, sinon on se trompe. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, pour moi, quand je parle des valeurs humaines, je pense que ça existe, hein. Quand je dis qu'il faut qu'on se mette d'accord pour les mettre, pour les implémenter, ça ne veut pas dire que ce sont les outils qui vont décider de quelle valeur on met. Et évidemment, si on laisse ce contrôle à des gens mal intentionnés, on aura le résultat. Donc tout ce que je dis, moi, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, on peut produire des contenus, hein. L'intelligence, notre problème, notre enjeu, c'est qu'on garde notre intelligence humaine telle qu'elle s'est développée, qui s'est développée aussi au bout d'un moment dans une société qui échange des connaissances, des bonnes, des mauvaises. Il y a toujours eu dans les technologies, il y a toujours eu effectivement de la défense qui a utilisé ces technologies, c'est pas nouveau. On nous dit des armes qui vont décider toutes seules, il y a déjà des mines qui le font déjà depuis longtemps, hein, sans décision humaine. Donc, quelque part, je pense qu'il ne faut pas se laisser entraîner et hypnotiser par tout ça. Il faut devenir autonome au niveau technologique et c'est à notre portée. Je suis désolé parce que ce rêve des grands LLM coûteux, je pense qu'il va passer. On va continuer aussi à développer d'autres formes d'intelligence humaine, parce que l'IA, c'est jamais que la projection de l'intelligence humaine dans les technologies. Et quelque part, on a un tas d'autres, et d'ailleurs, notre Français qui a fait du deep learning, il s'est lancé dans d'autres façons d'envisager l'IA. Donc je pense qu'il faut effectivement conscientiser les enjeux et les conscientiser. En les conscientisant, on pourra agir pour faire que on utilise cet outil, qui de toute façon sera utilisé. Dans l'évolution, c'est toujours utiliser les outils. On utilise ces outils pour eh bien, ne pas aller vers effectivement des dictatures. D'ailleurs, on n'a pas attendu l'IA pour faire des dictatures, hein. On peut renforcer effectivement le côté surveillance et tout. C'est clair, les Chinois nous l'ont bien montré. Et avant les Chinois, le NSA l'avait aussi bien développé. Les Français sont heureusement en retard. Donc il faut effectivement s'en emparer, se conscientiser, ne pas tomber dans les dystopies, ne pas tomber dans les utopies non plus, hein, mais regarder les choses en face et qu'on puisse agir. Et je crois que c'est possible. Alors, moi, juste un petit point, puis après, j'avais quelque chose à dire. Mais OK. Alors, le petit point, c'est que, puisqu'on parle de rupture, il se peut qu'il y ait une rupture à venir, parce que les investissements qui ont été faits sur les LLM sont vertigineux, hein, ça se compte par, je sais pas, en 2025, 65 millions pour Meta, 85 milliards, pardon, hein, 65 milliards, c'est incroyable. Et OpenAI voulait investir 1400 milliards de dollars sur 8 ans, c'est-à-dire la moitié de la dette de la France. Et non seulement ils veulent investir massivement, mais c'est ce qu'on appelle de la cavalerie. Alors, vous savez ce que c'est, la cavalerie, ouais, c'est-à-dire que vous avez les grands acteurs du numérique
qui investissent dans des centres de données. Les centres de données achètent des processeurs, donc ils investissent sur les processeurs, et les sociétés, plus exactement Nvidia, qui fabriquent les processeurs, réinvestissent sur les grands acteurs du numérique. C'est ça la cavalerie. Et donc tout ça, bien sûr, il se peut que ça éclate du jour au lendemain. Car les Ouais. gains de productivité que l'on nous promet avec ces technologies ne sont pas assurés, très loin de là. Dès que l'on est un peu dans le milieu Oui, du mais travail, là, on se rend d'ailleurs, compte. on a des éléments, hein, parce que on voit que quand on fait appel au marché, ça veut dire que on ne pense plus que les intérêts, les capitaux qu'on pourrait investir soi-même vont être rentables suffisamment. C'est clair, quand on fait appel au marché, c'est toujours la même chose. On fait appel aux besoins des pigeons, des futurs pigeons, quand la bulle va s'écouler. Deuxième chose qui est très claire, c'est qu'une société comme Nvidia, elle est en train d'investir une partie dans ces accords avec des sociétés qui sont des sociétés, j'allais dire, du monde normal. Ça veut dire que quand la bulle va décroître, ils auront des assets de côté. Je pense que cette bulle, et ce que tu as dit, moi je raconte Tu toujours es une optimiste, mais enfin, c'est quand même sacrément inquiétant. Ah quand non, non, tu... c'est inquiétant. Et je ne suis Mais pas le seul c'est à être inquiet. inquiétant, Tu mais lis ce que dit la Banque d'Angleterre, tu vois. non, mais je dis que c'est inquiétant, mais quelque part, c'est une bulle, on sait que c'est une bulle qui va se dégonfler. Bon, alors heureusement, parce que les promesses de milliards ne sont pas forcément toutes déjà investies, parce qu'elles n'existent pas en partie, parce que c'est du change. Il y avait une histoire que j'avais inventée qui est de dire, un jour quelqu'un dit, ah je suis content, j'ai vendu mon chien à 1 million d'euros. Et Mais je lui dis, quand même, comment tu as fait? Il dit, bah, je l'ai échangé contre 2 chats à 500 000. Ça veut dire que quelque part, cette façon de faire monter les bulles, et en plus qui est toute basée sur les investissements colossaux qu'il faut faire dans les LLM, je pense que c'est une erreur qui va effectivement se dégonfler. d'accord, mais c'est sacrément inquiétant parce que Ah ça oui, peut conduire à une rupture majeure dans nos sociétés, puisqu'on parle de ça. l'économie physique qui paye les bulles, hein, c'est toujours la même chose. Alors moi, je suis arrivée à ce que je voulais, c'est-à-dire que vous avez dit clairement que nous étions dans la rupture. On est d'accord. C'est-à-dire que quand je vous pose, est-ce que nous sommes dans une rupture, alors anthropologique quand même, on est d'accord avec cette IA. Bon, voilà au moins une affirmation, un point d'accord, d'une part, et puis d'autre part, comment dirais-je, ce qui me fait un peu réfléchir dans vos deux passionnants propos, c'est que finalement, vous pensez qu'il faut s'accrocher, je dirais, à l'autonomie des valeurs humaines, que c'est la seule chose qui peut faire qu'on régule, qu'on conduit l'IA, en fait. Non, pas si. Oui, mais je veux absolument des questions aussi, mais je vais te passer la parole. Mais en même temps, vous pensez que c'est une rupture extrêmement importante, quand même, il faut bien le dire, dans l'histoire de l'humanité. Alors, comme par ailleurs, on vit une rupture extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité différente, plus matérielle, plus climatique, etc., on n'a pas le temps, mais ça vaudrait le coup quand même de mettre en face ces deux ruptures. Voilà. Et par ailleurs, laissez-moi le droit d'une plaisanterie. D'après tout ce que vous avez dit, si la bulle éclate, on l'entendra. Hein, parce que franchement, vu les masses, même si tout n'est pas investi, effectivement, ça fera mal. Je veux dire que quand on regarde l'humanité, c'est un philosophe dont le nom m'a échappé qui a écrit un petit bouquin fort intéressant là-dessus. Il dit en fait, parce qu'il regarde tous les gens qui ont peur de l'IA, qui refusent l'IA, etc. Puis il dit à un moment, le problème c'est que c'est un miroir. Est-ce que finalement l'humanité jusque-là a fait un bon usage de ses capacités de connaissance, d'intelligence, de respect des valeurs et tout ça? Oui et non. Donc peut-être que l'on peut aussi penser que en se regardant, on a des capacités de développer l'humanité et peut-être que ces outils vont nous le permettre ou peut-être pas, bien sûr, parce que c'est une technologie. Donc, quelque part, il est important, quand je dis qu'il ne faut pas mélanger les problèmes de notre société et l'IA et d'associer les deux et de rejeter les deux, il faut se dire qu'avons-nous fait de notre intelligence, qu'avons-nous fait de notre conscience et est-ce que l'on peut progresser là-dessus
Et est-ce que les outils de ce type-là et l'investissement qu'on va faire dedans positif peuvent nous permettre de le faire? Non, je voulais rajouter une petite chose en conclusion, parce que en fait, ça m'a vraiment énervé beaucoup. J'ai vu un plagiat. Mais alors un plagiat pire qu'Étienne Klein, hein, un plagiat terrible. Et je vais vous raconter ce plagiat justement sur ces histoires qu'on nous raconte. Hein. Et peut-être vous le connaissez. Hein. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu. Même je veux qu'on mette en sa main un tonnerre. Tremblez humains, faites vos vœux. Voilà le maître de la terre. Et c'est exactement ce qu'il nous raconte. Et alors ensuite, ils disent, l'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Et est-ce qu'avec nous, on a la parole? C'est une question. Moi, je pense que les chatbots ne parlent pas. Hein, je pense qu'ils bavardent. Hein, mais en tout cas, c'est une bonne question. Même on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. Exactement ce qu'il nous raconte. Alors, je vais terminer. Tout à la fin, il dit de cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père. Et je termine, chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. On croit vraiment ce que font ces grands acteurs du numérique. Mais la fin, c'est un peu une conclusion un peu amère. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. C'est donc ce plagiaire, hein, parce qu'il a repris ce que je voulais dire, il a écrit ça en 1679. Il s'appelle La Fontaine, vous connaissez, hein, ce sale type. Hein. Merci. Je pense que c'est une discussion inspirante et qui ouvre un tas de questions. Évidemment, vous êtes tous obligés de poser les questions en vers. Oui, il y a quelque temps, j'ai lu un livre et j'ai demandé à 5 ou 6 intelligences artificielles de m'en faire le résumé. Eh ben, toutes avaient une ligne éditoriale, ce qu'on appelle une ligne, ou des valeurs qui n'étaient pas forcément toutes les miennes. Et je me suis dit derrière, est-ce que je n'ai pas à garder mon libre arbitre? Parce que face à l'intelligence artificielle, je pense que nous, on a quelque chose qui est irréductible de l'être humain, qui est le libre arbitre et le choix, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je pense que c'est une force qu'il faut qu'on défende et que je ne pense pas qu'elle soit réductible. On pourra toujours... c'est un peu comme l'eau qui se faufile dans les petites failles. Oui, l'inquiétude qu'on a, c'est pas tellement celle-là, parce qu'il y a plusieurs modèles, etc. C'est que si l'on n'a jamais écrit autrement qu'avec des outils d'IA générative, on perd son autonomie car on va avoir du mal à écrire tout seul. Et on le voit dans différentes activités professionnelles, l'utilisation de l'intelligence artificielle fait perdre un certain nombre de compétences. Hein. Et c'est bien pour ça que j'ai dit l'une des questions les plus cruciales aujourd'hui, c'est celle de l'éducation. Comment faire pour arriver à éduquer, à la fois, bien sûr, former aux nouveaux outils, mais aussi former sans ces outils. Ça, on ne sait pas très bien pour l'instant comment faire. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup... Moi, j'ai beaucoup de fois dans les profs, il y en a qui commencent à dire, eh bien, je vous donne, par exemple, un devoir à la maison, je vous donne l'énoncé et je vous donne la réponse de ChatGPT. Maintenant, à vous. Ça veut dire qu'on peut commencer à utiliser ces outils et ça va se faire. Et effectivement, le grand problème, parce qu'il n'y a pas que les élèves qui font ça. Je regarde dans mon entourage, il y a une forme d'ivresse qui est en train de se développer de l'usage de ces outils, où tout le monde devient philosophe, économiste, etc. Et il y a des fois, le rapprochement statistique de mots donne des choses qui sont sémantiquement peut-être un peu... On sent bien qu'ils n'ont pas compris, quoi. Donc le problème, ça va être effectivement de garder cette capacité à soi-même élaborer, rédiger, etc. Mais ça ne veut pas dire on avait déjà les livres. Hein. Ça veut dire que moi, quand je faisais des traductions en latin ou etc. Ou des thèmes, on avait quand même des livres, il y avait des éléments. Ça veut dire que là, c'est la puissance qui est sidérante de tout ça. Mais quand on regarde au fond, et c'est pour ça qu'il faut expliquer ce que c'est. Parce que si on explique que c'est, on dit qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un être intelligent derrière qui nous répond. Il y a effectivement une puissance statistique et l'ouverture quelque part
point de vue épistémologique, c'est l'ouverture d'un espace statistique alors qu'on travaillait uniquement dans l'espace sémantique. Et ça, c'est quelque chose de puissant et de limité en même temps. Donc, les profs vont apprendre avec les élèves à travailler là-dessus. Par contre, c'est des outils d'investigation qui sont tout à fait intéressants, mais pas des outils de formulation de pensée, effectivement. Oui, est-ce que de même qu'au XIXe siècle, la société anonyme a permis de vraiment se développer, la révolution industrielle, de faire n'importe quoi, est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est pas justement la déresponsabilisation de masse qui permet de dire, ben, c'est pas moi, c'est l'IA, quoi? Sur les sociétés, ce qui va changer, c'est le problème de coopération. Effectivement, au XIXe siècle, on a développé la société capitaliste qui est sur une base de, disons, de concurrence et de progrès. Et effectivement, aujourd'hui, on voit, et c'est pour ça, quand on avait écrit notre livre, on nous mettait vers une société de la connaissance et de la coopération, on voit que la coopération, notamment autour des données qui sont des expressions qui sont un potentiel de connaissance, dont on peut tirer des informations, des connaissances, c'est vital pour les entreprises, à l'intérieur des entreprises et entre les entreprises. Et donc ça va être un facteur d'évolution, la coopération, qui va être extrêmement fort. On travaille, on a une chaire sur les communs de données là-dessus qui fonctionne. Et deuxièmement, pour les entreprises, le problème va être avec d'évolution de leur architecture d'information. Puisque on a de la coopération, on a des nouveaux outils puissants, et il va falloir transformer tout ça. Et c'est là où nos amis GAFAM sont aussi à l'affût. Parce que jusque-là, c'est eux qui ont, y compris GAFAM, si on rajoute IBM en plus, c'est eux qui ont fourni beaucoup de ces outils. Donc, ils vont essayer encore de nous enfermer là-dedans. Mais là encore, il faut réfléchir. Et les entreprises, aujourd'hui, commencent à avoir conscience qu'elles sont précipitées. Après, elles se sont rendues compte que c'était pas so what. Et maintenant, elles se disent qu'on est dans un 15-20 ans de transformation pour absorber tout ça. Donc, l'IA, ça va être effectivement aussi une révolution dans les entreprises. Mais moi, je voudrais revenir sur la question qui était quand même très précise, la notion de responsabilité. C'est essentiel. Moi, je fais de l'éthique. S'il n'y a pas de responsabilité, à ce moment-là, il n'y a plus d'éthique. Or, bien sûr, on risque dans le futur d'éluder de plus en plus les responsabilités et d'empêcher en pratique les personnes d'être responsables. C'est-à-dire que vous aurez une machine et elle donnera une réponse. Si la personne se conforme à la machine, pas de problème. Si elle ne se conforme pas à la machine, il faudra qu'elle se justifie. Et donc, on risque d'arriver à une déresponsabilisation totale à tous les échelons de la société. On a introduit, lors des médecins, la notion de garantie humaine, ce qui d'ailleurs pose problème parce que l'homme n'est pas toujours une garantie, mais ça, c'est une autre question. Mais le vrai risque, et c'est Hans Jonas qui le pointait, c'est pas que la machine prenne le pouvoir, qu'elle ait conscience, mais c'est que la machinerie sociale nous impose de prendre la décision de la machine. Bonjour. On a beaucoup parlé d'IA générative et moi j'avais une question, alors un peu en amont, sur la question de la gestion des données, du traitement des données, sur une autre forme d'intelligence, celui d'Aladdin, parce que ça fait écho de chez BlackRock, le système. Et du coup, je voulais savoir, on parle de rupture. Est-ce que déjà, à cette époque-là, on n'était déjà pas dans la rupture du traitement de l'information et de la donnée? Et en fait, l'accès privilégié à une certaine donnée de certains acteurs n'est-elle pas encore plus problématique que toutes ces questions liées à l'IA générative? Et je suis assez d'accord, c'est qu'on va pouvoir avoir une action dessus. Certaines, on n'a pas d'action. Et là, et ça rejoint un peu la fin de votre discussion qui était sur la question de l'économie et de la bourse. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Les données, c'est la base de connaissances. Le problème, on a eu, et d'ailleurs ça préparait cette métamorphose, on a eu un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait coopérer pour faire des logiciels, ça a été l'open source, qui est un outil puissant de coopération. Alors après, on s'est rendu compte qu'avec les données, c'était l'open data, ça a été très poussé il y a 10 ans à peu près, et les gens voulaient que toutes les données soient ouvertes et libres. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que l'intimité d'une entreprise
et l'entreprise est un des points clés de nos sociétés. L'intimité d'entreprise, c'est pas mes données sont accessibles à tout le monde. Alors, elles ont longtemps été protégées par le fait que leurs données n'étaient pas accessibles en soi, parce que rien n'était fait pour, mais il faut veiller à cela. Donc, quelque part, on va passer d'un monde, et c'est le directeur stratégique d'Assosystème avec lequel on travaille qui disait ça, on va passer dans de l'innovation coopétitive autour des données. Et c'est très important parce que dans coopétitive, il y a compétition. Mais avant, les entreprises, le modèle de la firme, c'était fermé. Et maintenant, on sait que ça ne marche plus. Que si on ne collabore pas autour de données, on va être limité dans les développements qu'on va pouvoir faire. Et c'est une transformation d'esprit totale pour les entreprises, puisqu'elles protégeaient leurs données. Donc, il faut arriver à ce que on puisse, des données en général, trouver les informations qui vont nous permettre de coopérer entre entreprises pour faire des choses. Et ça va être... et rien n'est prévu pour ça. Aujourd'hui, comme vous voulez, des entreprises coopèrent et font des contrats 1 à 1, etc. Et d'ailleurs, plus il y a de juristes, plus les contrats sont longs. Là, il va falloir trouver des communautés d'intérêt. Le principe de l'évolution de l'humanité, ça va être développer des communautés d'intérêt qui vont permettre, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire ensemble, effectivement, de s'ouvrir et de travailler ensemble pour réaliser des choses, soit dans un monde marchand pour l'entreprise, soit pour la société. Alors, peut-être pour répondre à la question de façon très brève, les données ne sont pas données. Alors, je vais préciser les choses. Les données, ce sont des faits. Donc, a priori, c'est quelque chose qui nous est donné. Mais la récolte des données est extrêmement coûteuse. Et qui plus est, elle pose des problèmes personnels. Les données personnelles, par exemple, on n'a pas envie de les échanger. Donc, il y a différents types de données avec différents statuts. Vous avez le RGPD qui vous dit « Ah ben, il faut faire de la rétention sur les données personnelles. » Et puis, vous avez le Data Act qui vous dit « Non, c'est l'inverse, il faut fluidifier la circulation des données. » Il dit « Il n'y a aucune opposition avec le RGPD, taratata, quand vous le lisez, c'est l'inverse. » Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a des données qui posent des problèmes de souveraineté. Il se trouve que je suis dans le comité d'éthique du CNES, le Centre national d'études spatiales, et là, la donnée d'origine spatiale, est-ce qu'on peut la mettre en libre accès à tout le monde? Alors ça pose un problème parce que ce sont les Français qui les payent, on dit bah, c'est normal que les Français les retrouvent, mais ensuite, si les GAFAM réaspirent les données des Français et ensuite nous font payer les services avec les données que nous avons payées avec nos impôts, ça pose problème. Et puis si c'est la Corée du Nord qui reprend ces données pour avoir... donc oui, tout ça sont des questions extrêmement délicates sur cette notion de données. Vous avez raison, hein, mais ce sont des questions sur lesquelles on n'a pas encore de vue très claire là-dessus. Donc oui, bien sûr, hein, il faut qu'on puisse coopérer à certains moments, mais pas tout le temps et pas à n'importe quel prix, parce que il faut bien que la donnée soit rétribuée. Hein, et le but du GAFAM américain, c'est de dire vos données, elles sont gratuites, vous nous les fournissez, et nous, ensuite, on les réutilise et on vous revend les produits. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs jusqu'ici. Hein, c'est-à-dire que hein, cette idée très généreuse de mettre toutes les données de la science à disposition de tout le monde, hein, c'est un partage gratuit, puisque hein, c'est indolore, mais c'est un partage inéquitable. Hein, c'est-à-dire que ce sont les plus puissants qui raflent toute la mise. Merci beaucoup. La discussion a été passionnante. Nous avons parlé de technologie et j'aimerais contribuer avec une remarque et 2 questions. Mon contexte est celui de la recherche scientifique. Je suis un théoricien au CNRS et mon activité est de comprendre la rupture comme un processus naturel et évolutif. Et alors, la remarque est la suivante. La technologie est aussi, et peut-être d'abord, des idées, et par extension, des questions. Et aujourd'hui, vous en avez partagé beaucoup. D'un point de vue scientifique, les vraies idées puissantes sont aussi simples, et peut-être aussi simples que transformatrices. Et alors, j'ai une première question pour Francis Jutan. Vous avez parlé de mutation, de métamorphose et de convergence technologique. Où est-ce que vous voyez convergence et où est-ce que vous voyez divergence au sens large de la technologie?
Et la deuxième question pour Jean-Gabriel Ganacha. Vous avez évoqué l'alignement des valeurs et l'idée de singularité. Est-ce que les deux choses sont liées? Qu'est-ce que vous envisagez par ça? Merci. Je profite pour vous dire que monsieur, puisque je le connais, travaille effectivement sur la rupture, sur le concept de rupture, comme il l'a dit. Et finalement, c'est un concept qui va devenir un concept universitaire, je pense, assez passionnant. Francis? Des technologies de rupture, il y en a eu beaucoup. L'imprimerie, on peut en citer beaucoup. Des technologies qui ont amené une transformation du monde, il y en a eu 4. Et celle-là, et c'est pour ça que le problème, c'est que quand c'est pas un problème du tout d'ailleurs, c'est que ces technologies ouvrent des continents quasiment. Et on voit bien la transformation qu'on a eue en 20-30 ans. Quand j'ai parlé de convergence, ça a été la convergence numérique, qui a permis effectivement d'avoir des données, des informations, des calculs qui pouvaient circuler partout, qui pouvaient être traités, qui pouvaient être stockés, etc. Les 3 bases du traitement de l'information qui sont le stockage, l'échange et le mélange, qui sont puissants. Donc tout ça est puissant. Les divergences vont avoir lieu quelque part. On a pourquoi ça va très vite, les innovations, c'est qu'elles partagent aujourd'hui une infrastructure. L'IA s'est développée très vite parce qu'il y avait une infrastructure numérique qui était là, qui permettait de l'utiliser, j'allais dire, à prix marginal quelque part. Pas tout à fait marginal quand on voit les centaines de milliards, mais je pense que tout ça va être derrière nous bientôt. Donc, quelque part, les divergences qu'on va avoir ensuite, ça va être dans les nouvelles technologies qu'on va pouvoir développer deuxième niveau là-dessus. Parce qu'on a un problème ça a été très bien dit, on a une rupture cognitive. Et cette rupture cognitive va nous demander de nouveaux outils d'interaction, de pair à pair, de groupe à groupe, etc. Donc là, il y a un boulevard quelque part d'innovation à faire. Le problème, c'est que est-ce que ça va être solvable? Soluble, j'en suis persuadé. Solvable, là, ça va être le problème. Et donc, et c'est pour ça qu'on doit s'en emparer au niveau collectif. Est-ce que vous pensez que c'est très dur, disons, de faire un apprentissage d'une IA avec autour de, alors dans le fond, au niveau de la maintenance dans une entreprise, autour de la philosophie ou de l'histoire ou de la géographie? Non, ça va pas être très cher. Ça va être des investissements qui sont à la portée. Donc, les divergences après vont être sur l'outil de domination, parce que quand moi je suis pas un irénique, un optimiste, j'essaye de voir l'enjeu de tout ça. Effectivement, il y a des très mauvais usages. Tu les as décrits, etc. Le fameux hubris dont on parle, il est toujours là. Quand je parle de l'inconscient, de la société inconsciente, c'est aussi pourquoi dominer, gagner de l'argent pour pouvoir protéger moi, ma famille, etc., jouir d'eux, etc. Ça existe toujours. Donc, on a besoin effectivement de conscientiser plus. Tout le développement des Lumières qui s'est fait et tout le développement de la raison des valeurs humanistes, c'est quelque chose de positif qu'on a oublié pour beaucoup. Et après, on a des petits débats. Oui, mais l'IA va consommer beaucoup, un peu. Je pense qu'on va consommer beaucoup moins que ce qu'elle consomme aujourd'hui. Mais effectivement, les séries, ça consomme aussi beaucoup. On va avoir des choix de société à faire. Donc, pour le moment, on se laisse porter par cette offre technologique qu'un philosophe avec qui on travaille, Marc Vigny, a dit c'est libidinal. Ça marche bien. Je peux commander à manger chez moi. Les esclaves vont l'apporter, effectivement. Mais est-ce que l'on peut en faire mieux? Est-ce qu'on peut faire des médias autre chose que à 80% vendre des jeux ou vendre de la production de l'industrie littéraire ou de l'industrie cinématographique, etc. La réponse est oui. Donc on a pris du retard sur déjà notre potentiel et je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Je réponds peut-être à vos deux questions rapidement. Alors c'est totalement différent. L'alignement des valeurs, donc c'est vraiment l'idée d'Anthropique et d'un certain nombre d'industriels qui mettent ensemble des soi-disant valeurs
qui n'ont absolument aucun rapport les unes avec les autres. C'est de la soupe. Alors, je vais vous donner quand même quelques-unes de ces valeurs. Vie privée, on est tous d'accord, il faut protéger la vie privée. Ensuite, sécurité. On est tous d'accord, sauf que bon, il y a un petit conflit entre les deux, parce que quelquefois, quand on veut protéger la sécurité, il faut quand même qu'on fasse un peu intrusion dans la vie privée des gens. Ensuite, biais. Alors, on se dit, ah ouais, les biais, c'est pas bien du tout, sauf que les biais, c'est compliqué, parce que le problème, c'est pas les biais, c'est la discrimination qui est induite par les biais. Avoir des systèmes sans biais, je sais pas comment on fait. Nous-mêmes, on a des biais. Alors ensuite, transparence. Ensuite, droit d'auteur, etc. Voilà un peu ce qu'ils mettent ensemble et ce qui ne sont pas vraiment des valeurs extraordinaires. Et peut-être qu'il faudrait qu'on ait une réflexion là-dessus. Mais enfin, voilà, c'est juste pour qu'on voit ce que c'est. Alors maintenant, la singularité, c'est autre chose. Et ça devrait vous intéresser. D'ailleurs, c'est typiquement votre sujet d'étude. C'est une théorie qui est née dans les années 50 avec, entre autres, quelqu'un qui s'appelle Irving John Good, qui était un mathématicien qui travaillait avec Alan Turing et qui, en reprenant d'ailleurs des discussions de John von Neumann, a dit les machines augmentent sur un rythme exponentiel, la puissance des machines. Et à ce moment-là, il s'est dit si elles augmentent de façon exponentielle, il y a un moment donné où elles vont être plus puissantes que nous. C'est-à-dire, c'est cette idée d'intelligence supérieure des machines. Et donc à ce moment-là, il y a une rupture. Et cette rupture, c'est ça qu'on appelle la singularité au sens mathématique du terme. C'est l'idée de ce point d'inflexion, alors ce qui a donné naissance à tout un tas de romans de science-fiction. Il y a eu des auteurs comme Bernard Winch qui se sont spécialisés là-dessus, donc c'est drôle comme histoire. Simplement ensuite, ça a été repris par un certain nombre d'ingénieurs qui nous disent depuis, mais c'est récurrent, depuis les années 80, attention, on arrive près du point de singularité. Alors, Bernard Winch, il disait ça arrivera en 2023. Alors, bien sûr, chaque fois, c'est comme la pandémie, on nous dit ça va venir un peu plus tard. Et l'un de ceux qui est très connu, c'est Ray Kurzweil, parce qu'il est chez Google et il nous parle de cette singularité. Alors, juste dans le détail, et puis après j'arrêterai, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, j'avais écrit le mythe de la singularité, mais il y a un truc qui est drôle, il y a un prof de gestion d'université suisse à Lausanne qui a dit, il invente une horloge. Alors vous savez, entre nous, les Suisses, ils sont forts en horlogerie. Vous savez pourquoi ils sont forts en horlogerie? C'est assez drôle. C'est parce que quand Luther est arrivé, il a dit, on met plus de bijoux, il faut être sobre. Et les joailliers se trouvaient sans rien. Et ils ont eu l'idée de génie, se dire, on va faire des horloges. Et comme ça, on comptait le temps, c'était bien. Donc il fait une horloge qui est un compte à rebours avant la fin du monde. Et il la vend. Alors, c'est un peu anxiogène. Donc, il y a un article dans le Time, et il dit, ah ben non, je veux pas. Oui, on court après le temps. Et il dit, mais vous savez, mon horloge, elle est formidable. D'ailleurs, c'est ce qui va nous arriver ici. On peut ralentir le temps, on peut même inverser le cours du temps. Enfin, voilà. C'est essentiel de constater qu'on est, du point de vue chaque humain, est devenu battu par la machine sur un certain nombre de choses. Celles qui sont de l'ordre du raisonnement, de l'algorithmie. Sur d'autres, on peut discuter. Mais le problème, c'est pas la singularité pour moi de l'humain, c'est de l'humanité. C'est-à-dire que globalement, ce qui compte, c'est qu'effectivement, l'humanité globalement progresse, même si un ordinateur lui-même puissant, bien organisé, peut jouer mieux que lui à des jeux de choses. Donc la singularité, pour moi, c'est un concept qui, en plus, parce que tu as été plutôt gentil avec le concept, et on dit qu'un jour, une machine va être plus intelligente que l'humain. Et, comme tu l'as bien dit, on sans définir ce qu'est l'intelligence. Ce qui est quand même un problème. Donc, quelque part, moi, je dis que ces choses-là... Peut-être pour expliquer, parce que c'est le truc qui est drôle, surtout pour vous, c'est une espèce de trou noir. Sauf que le trou noir, c'est une singularité spatiale, tandis que là, c'est une singularité temporelle. Tout d'un coup, l'humanité est aspirée dans une espèce de maelstrom. C'est l'idée qui est derrière. Je crois qu'on a un grand merci à vous adresser tous les deux. Voilà. Outre vos nombreux talents, vous avez fait la démonstration que l'animatrice ne sert à rien, puisque entre tous les deux.
vraiment, vous n'aviez pas besoin de moi. Donc, voilà, sauf pour vous inviter et pour vous remercier. En 2 mots, je voudrais juste conclure ce cycle et les 4 séances. De toutes les personnes que j'ai invitées, qui sont dans des disciplines extraordinairement différentes, c'est oui, dans une époque de rupture. Alors, voilà, à bon entendeur, n'est-ce pas? C'est quand même quelque chose de très frappant. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, à travers ce que vous avez dit tous les deux, de façon très différente, de temps en temps, de façon un peu opposée, c'est que quand je crois que vous avez dit, je crois que c'est toi, quand on ne définit pas l'intelligence, quand on dit la machine va devenir plus intelligente, qu'est-ce que l'intelligence? Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, en fait, le propre de l'homme, qui est une des définitions, des interrogations de l'humanisme, on n'aura jamais fini, tant que l'espèce humaine existera, de le définir. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans tout votre exposé, c'est que à chaque fois, vos questions, les questions qu'on se pose à propos de la machine et à propos de l'intelligence artificielle, elles sont de l'immense domaine des questions de l'humanité. Ça, c'est extrêmement clair. Ce sont des questions éthiques, ce sont des questions de la liberté, ce sont les questions de la responsabilité, ce sont des questions de la volonté. Voilà. Et ça, c'est tout à fait frappant. Donc, en fait, peut-être que l'IA est une autre manière de revisiter l'humanité. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Par ailleurs, si en dernière, pas du tout conclusion, mais en dernière petite remarque finale, vous avez tous dit rupture technologique et rupture anthropologique. Moi, ce que je souhaite profondément, c'est que ça ne soit pas une rupture politique. Qu'est-ce qu'une rupture politique? C'est une rupture qui empêche les choix politiques que nous avons encore globalement en Europe, que nous avons, avons encore aux États-Unis, que nous avons quand même pas dans la majorité des pays du monde aujourd'hui, hein, dans la moitié des pays du monde. Le compte a été fait. Et ça, je crois que c'est fondamental, tout aussi bien sur le point de vue de la singularité que de la globalité. Et ça me paraît fondamental, mais c'est un autre séminaire. En tout cas, je sais qu'il y a des gens différents, mais je sais aussi qu'il y a des gens très fidèles dans les séminaires. Je vous remercie au nom de l'Institut de votre fidélité, de l'intérêt que vous prenez à ces sujets que vous n'avez finalement pas choisis, puisque c'est nous qui les choisissons, et à la pertinence de vos remarques. Et